Et bonjour à tous, bonsoir à tous. Mais excusez-nous pour ce petit, Oui. comment on dit, ce démarrage en décalé, en retard. Faut que tu travailles ton tac-tac. Mais je l'ai fait. C'est juste parce que j'ai des mecs qui ont des webcams pourris et ça me perturbe. Et donc, Ça balance direct. salut à tous, bienvenue sur l'ère Covid-19. Je ne sais plus quel épisode nous sommes. C'est pas. Pour une nocturne et une spéciale jeu vidéo pour ceux que ça intéresse, et ceux que ça intéresse pas d'ailleurs. J'ai le bonheur, la joie et le plaisir d'accueillir deux magnifiques hommes. Il n'y a pas de nana ce soir, on est désolé. Mais on a cherché, mais aucune copine gameuse dans l'entourage n'a accepté de venir, donc voilà. On n'a pas assez cherché, on n'a pas cherché non plus en On fonction n'a du pas. temps. Voilà. On a Mais fait bon. pas. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir mon cher Thomas ici présent. Salut les Rocovidos. J'adore. Oh, c'est beau ça. Les Recovidos. Et on a Arthur, un jeune nouveau qui arrive en direct de Bordeaux. Bonjour, c'est moi, Skurt Skurt. Voilà, et donc tu as un disclaimer à faire, Arthur, c'est ça? Oui, donc j'habite à Bordeaux, je traîne avec beaucoup de Bordelais, donc je risque de dire beaucoup gavé ce soir. Voilà. Gavé. Ce jeu, il est trop gavé, quoi. Il est gavé bien. Ah, il est gavé bien ce jeu. Et ta caméra, et t'as des petits bugs de webcam de 1987, mais ça donne un petit côté VHS, c'est cool. Mais ça donne un petit style, moi j'aime bien, ça donne un petit style. Quoi, Un petit style. Et donc Romain, évidemment, ici présent. Ouais, il a toujours pas réussi à le virer, donc je suis encore là. Non, mais j'ai Désolé. aucune envie de te virer, mon cher. Et je suis Même en content de jeu vidéo, retrouver donc je suis encore là. mon fauteuil Totoro de Game of Thrones Totoro. Game of Thrones Toro. Eh ben écoutez, on va commencer sans plus tarder. Si vous avez des questions, des recommandations, les amis, allez-y, balancez sur le chat. Balancez vos recos sur le chat. Nous, on va mettre au fur et à mesure tous les jeux dont on parle. Qui veut commencer parmi les deux invités, mes petits chéris? Qui veut commencer? Est-ce que c'est Bordeaux? Est-ce que c'est la région parisienne? Vas-y, Thomas. Allez Thomas, commence. Quel jeu tu nous Très bien. recommandes? Moi, je vais commencer par du lourd, parce qu'on peut dire que le monde se divise en deux catégories. Il y a les gens qui connaissent Return of the Obra Dinn et ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vais m'adresser à la seconde, évidemment. Return of the Obra Dinn, c'est un jeu de 2018 de Lucas Pope. C'est un petit jeu indé qui est fait avec 3 bouts de ficelle et je crois qu'il l'a fait pratiquement tout seul. Ça coûte 17 balles sur Steam, sur PlayStation Network, etc. Et grosso modo, sous des looks assez rétro, on est dans un look de jeu Macintosh des années 80. On va incarner un expert en assurance de la compagnie britannique des Indes orientales qui doit inspecter un bateau désert qui revient. On est en 1807, 1807, voilà. Jeu Macintosh, les Indes orientales, tout ça. Et en fait, ce jeu, c'est un jeu d'enquête. C'est-à-dire qu'on va fouiller ce bateau de fond en comble et tomber sur des scénettes. On va pouvoir remonter le temps avec une petite montre à gousset. Ici présent. Pour voir... Je montre en même temps les images du jeu. Vas-y. On remonte le temps jusqu'au moment de la mort de la personne. Et en tant qu'expert d'assurance, on doit se dire, identifier la personne qui est morte et dire comment elle est morte. C'est pour ça on a plein de petits mots, on associe tout ça. Et il y a un gros feeling jeu de plateau avec ce jeu vidéo parce que c'est un jeu d'enquête. Et c'est pour ça que je le recommande ce soir parce que c'est un jeu qu'on peut faire très facilement à deux en coop sur le canapé. Bon, évidemment, il n'y a qu'une seule personne qui tire la manette, mais ça demande tellement de réflexion, d'enquête, de dire lui il ressemble à lui, il y a je sais pas combien d'équipages, de membres d'équipage qu'il faut identifier. Et donc du coup c'est super bien de le faire à deux, surtout avec quelqu'un qui est pas trop fan de jeux vidéo, parce qu'il y a un gros feeling jeu de plateau et coopératif. Et du coup c'est un jeu qui permet ça, qui permet de réfléchir ensemble, quelqu'un va rebondir sur un truc que l'autre n'a pas pensé. Et il ne faut pas se laisser rebuter par l'aspect rétro du jeu. Il faut se rappeler que ça a été fait par un mec quasiment tout seul ou avec une petite équipe. C'est un jeu qui est qui a une ambiance assez folle en termes de musique. Tout le doublage des voix est assez extraordinaire. Il arrive à te projeter dans cette ambiance un petit peu Moby Dick, un petit peu, voilà, je sais pas si vous connaissez The Terror, c'est sur l'expédition Franklin, une série, un bouquin.
voilà, on est dans cet esprit-là et il faut reconstituer ce voyage maudit, voir ce qui s'est passé avec ces sauts dans le temps comme ça. On va explorer le passé à travers des instantanés, à travers des scènes figées. Et c'est vraiment passionnant. Ça se fait en 8-10 heures. 8-10 heures, il faut le faire en 1 ou 2 fois parce qu'il y a tellement de trucs à retenir que c'est bien d'être encore chaud. Mais j'ai particulièrement aimé le faire avec ma copine qui n'est pas forcément gameuse. Et on a passé 2 bonnes soirées à le faire. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment assez cool à faire à 2. Et donc créé par Lucas Pope. Je crois que Arthur, tu as une recommandation aussi à faire pour ouais, carrément en parallèle. Alors attendez, hop, je vous arrête tout de suite les mecs, parce qu'il y a quand même d'autres choses à dire sur Bradin, parce que tout à l'heure tu dis, je me permets voilà, parce qu'on a du temps, on a commencé en avance, c'est cool. Non, c'est juste pour dire que effectivement tu dis, faut pas avoir peur du côté rétro du truc, parce qu'effectivement c'est le mec s'est amusé à reproduire avec les moyens actuels l'esthétique de je sais plus quel, du Commodore 64 ou je sais pas quel bécane. Faut juste dire. Il y a tous les looks en fait. Tu peux choisir les looks. Oui, c'est ça, un Mac avec des couleurs unies et tout ça, mais il faut juste dire que c'est absolument sublimement beau. C'est pas un look rétro moche, ah regardez c'est trop cool, on fait du moche avec du beau et tout ça. Non, c'est absolument sublimissime comme esthétique. C'est dinguissimement bien fait. La musique est ouf. La structure narrative est dinguissime. C'est-à-dire qu'en gros, on se balade dans ce truc, dans ce bateau, on a des scénettes, on remonte dans le temps, et après on a un carnet où il faut faire toutes les associations d'idées, associer des noms, chaque mec, identifier chaque mec, trouver comment et pourquoi il est mort, tout ça. Et avec un coefficient de perte, enfin d'erreur possible. Moi, j'ai fait le jeu, j'ai dû faire un gros tiers, et j'ai souffert exactement de ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai lâché en cours de route pour faire d'autres trucs, et j'y suis jamais retourné parce que j'ai complètement oublié tout. Et que, en plus, moi je suis un indécis, je dis merde, putain, je sais pas, j'hésite, blablabla. Et je sais, il faut que je le retrouve, il faut que j'y retourne de zéro là, je pense. Voilà. Mais c'est vraiment un putain de jeu. Romain, tu l'as pas fait toi? Non, je l'ai pas fait. Moi, j'avais des questions aussi sur le gameplay en fait, pour savoir un peu comment ça se jouait. C'est un truc qui joue à la première personne en fait. C'est un FPS. Ouais. C'est un FPS. Vas-y, Thomas. Vas-y. Non, c'est un FPS. Après, c'est pas du tout un shooter. Donc, tu te balades. T'as ta petite montre pour remonter le temps. Et après, t'as tes petits carnets pour reconnaître. T'as une photo de l'équipage pour savoir qui est qui. Après, t'as des dialogues aussi. T'as un voice acting qui est assez cool avec des accents. Il faut connaître un petit peu l'anglais parce qu'il y a des accents, des trucs. Reconnaître un accent écossais d'un accent français. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, mais pour les gens qui aiment les enquêtes policières, qui aiment les enquêtes qui appellent à la logique et au bon sens, c'est quelque chose d'assez jouissif parce que c'est classé en chapitres en fait. Et à la fin de chaque chapitre, on a une réponse pour savoir si on a eu plus ou moins juste, ce qui nous permet de nous ajuster par rapport au chapitre suivant. Donc on n'est pas tout le temps perdu. Mais c'est pour ça que Clément, franchement, si tu veux le refaire, refais-le avec ta copine. Ouais. Parce que c'est vraiment sympa de le faire à 2, quoi. Ouais. Et moi je l'ai fait sur PC, donc avec un grand écran géant. Et je sais qu'il est sorti sur Switch. La Switch qui, voilà, c'est quand même pas très grand. Hein, et j'ai un peu peur que pour la taille des textes, ce soit un peu ric-rac, vu qu'il y a quand même du texte et tout ça. Donc voilà. Ouais, il faut un grand écran. Moi j'ai fait sur Play et c'était très bien sur l'écran de la télé. D'accord, ok. PlayStation, quoi. Ok, d'accord. Voilà, et c'est vraiment, il est pas cher, et de toute façon, il faut soutenir ce genre de jeu parce que c'est filer de la thune à des mecs qui savent faire et pas au FIFA. Ah, et puis c'est un seul gars, comme il disait, c'est Lucas Pope. On a des doutes sur exactement qui bosse sur ces jeux s'il n'est pas tout seul, quoi. Mais vous pouvez un peu développer sur Lucas Pop parce qu'en fait, je pense que les gens qui regardent, ils connaissent pas le jeu vidéo, en fait, ont peut-être besoin de savoir. Et moi non plus, j'y connais pas trop. En fait, je connaissais Paper Please, donc le jeu dont tu vas parler après, Arthur, mais juste connaître un peu le gars. Je sais pas si vous avez plus d'infos ou pas sur lui, quoi. Bah alors, en fait, Lucas Pop, moi, je connais pas la vie du mec, mais ça fait partie de ces gens, pour les gens qui sont pas fans de jeux vidéo, ou en tout cas que ça intéresse pas plus que ça. Il faut dire que depuis l'avènement du jeu indé, à savoir l'arrivée du Xbox Live en 2012, ou un truc comme ça, enfin en tout cas début des années 2010, il y a eu vraiment un renouveau des artistes du jeu vidéo, comme il y a eu au cinéma, tout ça. Et en gros, il y a une petite écurie de mecs qui ont été découverts. C'est les mecs qui ont fait
le mec qui a fait Braid, le mec qui a fait Super Meat Boy et tout ça, tout ça. Et ces mecs-là sont maintenant les locomotives du jeu vidéo auteur. Le mec qui a fait Braid, je sais plus comment il s'appelle, c'est le type qui a fait The Witness, qui est un putain de chef-d'œuvre absolu de prise de tête galère, mais qui est un jeu de dingue. Où les mecs ils prennent 6 ans de leur vie pour faire un putain de jeu, ils mettent tout dedans et c'est magnifique. Et ce mec-là, Lucas Pope, fait partie de ces gars. Jonathan Blow. Voilà, exactement, Jonathan Blow, bravo. C'est aussi les mecs qui ont fait Rez, c'est voilà, tous ces gars-là, allez vous renseigner, c'est vraiment c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des artistes du jeu vidéo comme des artistes de la musique, des artistes du cinéma. Et ce mec fait partie de cette génération-là, et c'est surtout des gars qui font un premier jeu qui cartonne, et surtout qui font d'autres jeux derrière qui défoncent aussi. C'est pas juste un one-shot où les gars sont bons une fois et après ils font de la daube. Donc voilà, et on est typiquement dans ce genre de truc, parce que là tu nous parles d'un jeu Retour of the Obra Dinn qui est extraordinaire, mais son jeu d'avant, transition extraordinaire, qui s'appelle Paper Please, et dont va nous parler notre cher ami Bordelais. Balance. Non, mais en fait, moi par rapport à Lucas Pop, ce que j'ai à rajouter, c'est qu'en fait, ça fait partie de ces gens. Tout comme, par exemple, quand tu écoutes de la musique, tu vois, un artiste, tu as un peu la définition de son son et tu sais à peu près à quoi va ressembler son son après. Et ben, Lucas Pop, c'est exactement ça avec le jeu vidéo. C'est-à-dire que, alors moi, j'ai pas joué à Return of the Obra Dinn, mais pour le coup, par rapport à son aspect rétro, moi, c'était plutôt ce qui me donnait carrément envie d'y aller. Mais je l'ai jamais fait. Voilà, mais bon, je pense que ça va me motiver un peu. Mais j'avais commencé moi à faire Papers, Please. Ah là là. Donc a priori, vous y avez tous joué. Ah oui. Non, moi j'ai juste vu, mais il n'est pas joué encore. Ah, c'est tellement bien. Ouais, c'est le jeu parfait pour des trajets de train ou des trucs comme ça. Ça dure 2 heures. Tu peux te faire des petites parties. Du coup, en gros, l'histoire de Papers, Please, c'est que t'es tout simplement un contrôleur de frontières entre c'est des pays d'Union soviétique, je me souviens plus exactement lesquels. C'est un pays imaginaire d'Union soviétique, ouais. Ouais. Et donc ton boulot, c'est de choisir si les gens rentrent ou pas. Et en partant de ça, t'as énormément de dilemmes moraux qui se posent à toi, c'est-à-dire que t'as envie d'aider les gens qui sont pauvres et qui veulent rentrer, mais qui, malheureusement, parce qu'ils viennent d'un pays, ils peuvent pas rentrer. Mais si tu les fais rentrer, tu risques de perdre de l'argent, donc tu pourras pas faire survivre ta famille. Enfin, c'est que des choix moraux comme ça. Et tu passes simplement ton temps à tamponner des passeports en fonction, du coup, de ce que donne comme directive le gouvernement. Et c'est ça le principe, en gros, du jeu. Mais sauf que c'est rejouable à l'infini quasiment, je pense, ce jeu. Alors là, les gens ont les illustrations du jeu. Donc juste pour expliquer, parce que c'est un peu obscur, c'est que ici vous avez la liste d'attente des gens qui attendent de passer la file d'attente, des gens qui attendent de passer la frontière, qui est ici. Nous, on travaille dans ce petit endroit. Ça, c'est notre vision à nous. Donc là, c'est les migrants, enfin les gens qui veulent passer la frontière, et ils nous donnent leurs papiers ici. Donc ça, c'est leurs papiers. Donc il y a des papiers, il y a la carte d'identité, il peut y avoir des visas, il peut y avoir des papiers extraordinaires en disant ben voilà, j'ai une autorisation de passer pour cette date-là, tout ça, tout ça. Et plus le jeu avance, effectivement, plus nous on a des indications. Donc faut pas laisser passer les personnes de certains pays, faut pas laisser passer les enfants, faut pas laisser passer les gens malades, voilà, il y en a plein. Et nous à chaque fois, plus le jeu avance, plus les indications qu'on a sont plus compliquées et plus les gens, il y a des papiers, il faut reconnaître si c'est un faux ou un vrai. Il y a des papiers où le pays n'est reconnaissable que grâce à son cacheton, à son cachet là, comme ça. Et nous, on a un petit carnet qui est ici, qui concentre tous les pays, tous leurs visuels, donc il ne faut pas se planter. Et comme tu disais, si on se plante, on se fait pénaliser, et à la fin de la journée, on a de l'argent, et cet argent, on n'en a jamais assez pour soit payer l'hôpital pour les gamins, la bouffe, le chauffage et tout ça. Donc en gros, plus on laisse passer les gens, et plus on s'expose à être grillé, donc à gagner moins d'argent, donc on peut perdre nos enfants, notre femme et notre vie entière. C'est ça. Donc c'est soit tu fais le connard et tu flingues des gens, et tu dis non, et t'appliques tes règles. Et c'est dingue parce que les petits personnages là qu'on nous fait choisir, ils sont touchants, il y a des histoires. Il y a des pots de vin, s'il te plaît, j'ai ma fille et tout, machin. Et tu as les choix moraux qui sont dingos, quoi. Tout ça dans une esthétique ultra glauque des pays de l'Est. Ça ressemble à mon avis à ce qu'ils faisaient sur les Minitel des pays de l'Est à l'époque.
Donc, Et ça ressemble à un jeu de plateau, en fait, Arthur, c'est un peu le délire, quoi. Ça Ouais, c'est vrai que ça pourrait être carrément un jeu de plateau, ouais. Ouais, c'est... en carte et tout. Complètement, ouais. Donc, t'as fini le jeu ou pas? Est-ce que le jeu est Ouais, fini en fait, c'est un peu le même délire qu'Obradin, ce qu'avait raconté Thomas, c'est-à-dire que tu fais, en gros, tu vas être chaud sur ta première partie, tu vas le finir, bon, ça dure moins de temps, je pense qu'en, je sais pas, 4 heures, peut-être, Clément, tu le finis ouais, une partie. quelque chose comme ça, 4 heures, 5 heures. Voilà, un truc comme ça, mais sauf que direct, vu que tu t'es planté, parce que forcément tu te plantes à la première partie, t'as envie de le relancer, et je pense que tu peux y jouer au moins 6 ou 7 fois d'affilée, sans te... Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, quoi. Et puis Ça il m'a y a bien marqué. il y a une vraie ambiance en fait, c'est ça le truc, c'est que le jeu, si tu l'as poncé pendant un mois, t'attends 3, 4, 5 mois, et tu vas y retourner parce qu'il y a quand même une ambiance de ouf, il y a du son, il y a quelque chose quoi. Et c'est juste pour ce truc d'y revenir, tu vois, même si tu l'as poncé, t'y reviens. Et c'est assez étrange parce que c'est quand même le jeu de la déprime, clairement. Tu vois, c'est Ah trop. oui, c'est horrible, C'est horrible. purement horrible. Tu sors de là, tu fais oh là là, mon dieu, je suis une merde, putain, mais comment ça se passe? Mais il y a quelque chose quoi qui fait que tu y reviens parce que c'est brillant, tout simplement. C'est en termes de mécanique, en termes de narration, c'est brillantissime. Et il y a, tu vois, des fois il y a des événements, c'est-à-dire que des fois il y a des attentats, donc le temps que tu as pour faire entrer les gens est réduit. Et du coup, toute ta strat de dire bon attends vas-y, j'en laisse passer un. Mon fin, mais les autres je vais le faire. Eh ben non, ça s'arrête quand tu l'as laissé passer, et du coup ben, les mecs te grillent et tu te fais baiser la gueule et ta journée est grillée et ta femme va mourir parce qu'elle a pas de médicaments. Donc voilà, après faut aller gambader dans les prés avec des vaches quoi pour retrouver confiance en la vie. Mais il faut faire ce putain de jeu. En plus il doit être à rien là, il doit être pas cher du tout. Je sais pas, mais ouais, il est tout le temps en promo. Moi, je l'ai chopé vraiment pour rien du tout. Et il est sur Il y a une autre bague sur Il est Steam. sur PC. Ah, je sais pas s'il est sur Switch, par contre, ça me paraît très non mais bizarre. je crois qu'il est sur il est sur iPad et comme l'action principale c'est de tamponner. L'iPad est parfait pour ça. Ça doit être pas mal. C'est vraiment mortel. Voilà. Mais Paper Please, c'est la déprime, mais c'est trop bien. J'achète. Ah bah il faut acheter. Vraiment, c'est très 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 bien. Surtout si t'avais fait de retour au Bradil, quoi, en fait. Quoi. Ah bah après, les deux jeux n'ont aucun rapport en fait. C'est ça qui est drôle. Alors qu'un mec comme un mec qui a fait Braid et après il fait The Witness, c'est du casse-tête, c'est de la logique. Alors après, c'est des logiques pas différentes, mais tu sens que le mec, ce qui l'intéresse, c'est de te retourner le cerveau. Paper Please et Obradin, c'est pas vraiment les mêmes logiques. Ouais, mais même si c'est pas la même chose, c'est pas la même logique, si tu sais que c'est la même personne qui a fait le jeu, t'es intéressé parce que t'as aimé un jeu, donc tu veux voir ce qui va se passer. Ouais, mais je crois qu'il a quand même une spécificité dans le fait de trouver des mécaniques un peu ingénieuses et de partir sur un gameplay. Parce que du coup, je rebondis encore, il y a un autre jeu auquel j'ai joué de lui qui s'appelle Do Not Feed the Monkeys, je crois que c'est son dernier. Que je vous recommande, pour le coup, ça ressemble beaucoup à Papers, Please dans le sens où c'est un gameplay qui est tout le temps la même chose. En fait, là, on est dans une pièce et on regarde constamment des feeds de caméras de surveillance. Et le jeu, c'est de passer de l'une à l'autre et de reporter quand il se passe quelque chose à l'intérieur. Et là, pareil, il y a des choix moraux. C'est-à-dire qu'on peut décider de leur donner à manger des gens qui sont dans cette pièce ou pas. Et il y a tout un délire autour du fait de ne pas leur donner à manger, justement. Enfin, en gros, si je vous en raconte plus, je vous gâche le jeu. Ah non, raconte pas. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus, mais c'est comme Papers, Please, c'est un jeu en une partie de 4 heures, vous avez fini et vous avez envie d'y rejouer. Et pareil, ça doit être gavé pas cher. Ah, ça y est, parce que tu nous as quand même promis que t'en dirais plein. Pour l'instant, t'en as pas dit un seul. Ouais, hein. ça va venir. En 20 minutes d'émission, il est où le bordelais là? Le bordelais Tu veux des cannelés ou pas? Est-ce que tu veux des cannelés? Ah là là, on arrête avec les stéréotypes raciaux. C'est un peu plaît, too much là. C'est un petit racisme régional. Tu sais, bon, effectivement, t'as toujours bon sens, mais j'adore, c'est toujours pareil. On sait qu'ils pourront pas nous toucher, je suis caché dans ma voiture. Alors, Paper Please, c'est noté. Mon Romain, qu'est-ce que t'as pour nous? Moi je vais rebondir aussi, c'est surtout par rapport en fait dans le même style de jeu. Moi j'ai surtout essayé de réfléchir à des jeux de narration. Ouais. En fait, avec Clément, on est quand même vraiment sur des jeux de narration en fait qui nous plaisent le plus quoi et tout. Et là en fait j'ai ressorti un jeu du placard parce que c'est un jeu que j'avais sur j'ai joué sur PlayStation là pour le coup. C'est un jeu que j'avais depuis un petit moment je crois que j'avais dû acheter ou j'avais récupéré par le PlayStation Plus ou un truc comme ça. Enfin voilà, j'avais dû commencer, j'avais pas fini. Et ça s'appelle Everybody's Gone to the Rapture. Voilà. Quel accent!
qui fait partie en fait des jeux qu'on appellerait des walking simulator. Voilà, qui sont nés Ouais, avec. c'est vrai. Voilà, qui sont C'est nés. appelle ça comme ça, c'est parce qu'il faut utiliser les bons termes, on m'a dit ce qu'il dit, tu vois, donc en fait j'essaye d'utiliser les bons termes. Donc, les Walking Simulator, pour les gens qui ne savent pas, c'est des jeux où tu marches. Voilà, souvent associés à une narration plutôt contemplative et avec de la découverte d'univers très, très posé. C'est né avec Dear Esther, officiellement, qui est un mode de Half-Life, faut le savoir. Et après, ça a été confirmé par le jeu d'après qui s'appelait The Vanishing of Ethan Carter, voilà, qui est extraordinaire. Super bien aussi. Voilà. Et donc, c'est un peu dans le même délire en fait que The Vanishing of Ethan Carter, c'est-à-dire qu'en fait, sauf que en fait, tu joues un personnage en fait que tu ne sais pas qui il est en fait réellement, donc en fait au final tu te demandes ce que tu es. C'est un peu à la fin, donc c'est un jeu que tu fais en 4 heures, donc c'est vraiment, tu vois, pour moi ça pourrait très bien en fait être un jeu analogue en fait ou repris sur un scénario de film que je trouve très intéressant. Et donc l'idée c'est que tu joues une sorte d'être, tu ne sais pas qui tu es et tout, mais tu te retrouves dans une ville qui semble être en Angleterre, voilà, où en fait tous les gens ont disparu. C'est-à-dire en fait que tu arrives dans une sorte de ville désert et tu as 6 zones entre une sorte de camping, une ville principale, une zone avec une église, une forêt, une partie un peu avec des fermes et tout, et puis tu arrives là-dedans et tu sais pas du tout pourquoi tu es là-dedans. Et tu vois qu'il y a une petite lumière, donc en fait qui est un peu dans le titre, donc voilà, c'est que tu suis une lumière et à chaque fois la lumière te guide un peu où est-ce qu'il faut aller. Et dès que tu actives la lumière à différents degrés, en fait tu découvres qu'il y a une histoire, et en fait tu as une sorte de spectre, en fait, c'est-à-dire qu'en fait tu n'as pas du tout de gens, mais tu as juste des personnages qui sont signifiés par des prénoms en fait, donc il vaut mieux jouer avec des sous-titres pour savoir qui parle aussi, parce qu'en plus t'as pas trop, mais voilà, je trouve que la VF est très bien et la VO est très bien aussi en fait, donc t'as vraiment ça, et tu commences à comprendre en fait qu'il se passe quelque chose donc tu te retrouves en fait dans une ville où il y a un observatoire, et il y a eu un problème avec cet observatoire, et tout le monde te dit qu'il y a une pandémie en fait, et que tout le monde a eu la grippe, et qu'on a mis cette ville en quarantaine, et voilà, et voici le résultat. Donc en fait t'arrives dans cette ville, tu penses qu'elle est en quarantaine, que les gens soit les gens ont fui, soit il s'est passé quelque chose. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas découvrir en fait des personnages qui vont être plus ou moins principaux. Et en fait, à chaque partie va être dédiée en fait à un personnage. Donc en fait, tu vas découvrir tout par le biais d'un personnage. Et plus tu vas avancer, plus tu vas arriver vers les personnages principaux de l'histoire. Et c'est hyper planant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu reviens un peu à l'idée un peu de déjà, tu ne sais pas vraiment qui t'es. C'est vrai que moi, ça m'a un peu perturbé au début parce que je me posais la question, mais en fait, quel vraiment. Je me suis dit pendant tout le jeu, mais qui je suis? Est-ce que je fais partie de ces personnages? Qu'est-ce que je fais à l'intérieur? Au final, en fait, tu t'en fous un peu. Et tu suis cette lumière qui va t'amener à découvrir en fait l'histoire, et tu vas en fait construire toi-même l'histoire au fur et à mesure avec cette lumière et tout. Et l'histoire est vraiment cool, quoi. Parce que voilà, pour moi, c'est un vrai. Ça pourrait être vraiment un scénario de long métrage, et voilà, où je te laisse balader en fait à l'intérieur de ce jeu de plateforme entre guillemets, de ce jeu dans lequel t'as juste les seules actions que tu fais, c'est juste avancer, ouvrir les portes pour passer les objets, allumer les radios, parce qu'en fait chaque élément aussi amène quelque chose. Par exemple, quand tu allumes les radios, c'est qu'un seul personnage en fait, donc tu as toute la trame narrative d'un seul personnage. Si tu dois aller dans les cabines téléphoniques, en fait tu vas écouter les conversations téléphoniques qu'il y a eu un moment. Donc en fait tu attrapes le réseau et tu comprends en fait que c'était pas une grippe qu'il y a eu, mais plutôt en fait un problème qu'il y a eu dans le réseau téléphonique et électrique. Et donc, ne spoil pas, ne spoil pas, non spoil. Je ne spoil pas, mais en fait, je suis obligé de donner un peu des éléments en fait, pour que les gens comprennent. Ouais. Tu comprends au fur et à mesure en fait, qu'il se passe quelque chose, et voilà. Mais c'est tout ce que je peux vous dire, parce que comme tous ces jeux, si on vous raconte plus, en fait, on vous spoil un peu. Mais voilà, donc le gameplay est pas dingue, mais l'histoire en vaut le coup. Ça, tu vois, j'ai essayé un autre jeu, par exemple, qui s'appelle Esther, qui est un peu dans le même délire, et le gameplay c'est la même chose, c'est-à-dire que tu fais rien du tout, mais sauf que c'est chiant parce que tu fais rien. Alors que là, pour le coup, l'histoire, tu t'y tiens, et tout, et dans Esther, tu comprends que dalle, quoi. Donc, il y a beaucoup d'événements quand même dedans. Enfin, moi, je me suis pas emmerdé, je l'ai fait aussi. Et d'ailleurs, c'est fun fact, moi, c'est un peu le jeu qui m'a donné envie de faire de la photo dans les jeux vidéo. Le photoréalisme est dingo. Enfin, moi, je connais 2 jeux qui sont aussi bons en photoréalisme, c'est ça et le Pity sur PS4. Ah oui, bien sûr. Je trouve que les paysages sont trop beaux, la lumière est très très belle. Et j'ai, sur ma PS4, il y a pas très longtemps, j'ai chopé 200 photos de ce jeu. Parce que je passais mon temps à me dire, mais c'est trop beau là. Et du coup, je prenais des photos, et j'ai même commencé dans l'idée de me dire, bon bah peut-être que je vais publier ces photos, j'en sais rien, mais il est magnifique ce jeu. Ouais, et puis en plus à chaque fois la lumière change aussi, donc il y a aussi un truc où tu changes d'univers aussi, c'est pas tout le temps la même chose, tu sens qu'il y a quelque chose qui est bizarre, et surtout je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la façon dont c'est imbriqué, quand on sait comment ça marche au niveau des scénarios, c'est qu'en fait t'as envie de savoir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des jeux dans le style où en fait tu te dis bon j'avance, mais en même temps tu dis ah j'ai compris. Là je peux te dire que j'ai continué le jeu, en fait je me doutais ce qui se passait, tu vois, ce qui se tramait, mais j'avais envie d'aller au bout pour comprendre vraiment quelle était aussi en fait la trajectoire de chaque personnage.
J'avais envie de savoir ce qu'ils allaient devenir, j'avais envie de savoir, en fait, j'avais envie de comprendre en fait ce qui s'était passé, et surtout de me dire, en fait, même si je vois à peu près où ça va, et en fait, dès que tu as les 3 quarts, tu comprends à peu près, mais tu cherches toujours, en fait, quoi. Tu cherches vraiment, en fait, à se dire, mais d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Et la fin est vraiment cool. La fin est vraiment cool. Donc voilà. Je vous conseille ce jeu qui est sorti en 2016. Non, 2015. 2015. Alors, faut savoir que les walking simulators, donc les simulateurs de marche, il y a beaucoup de joueurs gamers un peu hardcore qui sont un peu vénères contre ce genre-là parce que bah, il se passe rien et puis tu fais que marcher et puis tu fais que regarder, c'est relou, tout ça. Moi, je trouve que c'est une excellente porte d'entrée pour les gens qui sont pas des joueurs acharnés et qui veulent un peu sortir du stéréotype du jeu vidéo de base, soit tu tues tout le monde, soit c'est FIFA et tout ça. Parce que c'est un genre qui a vraiment éclaté donc depuis Direster, que n'aime pas notre cher Romain, mais c'est normal parce que c'était une expérimentation et qu'à la base c'était même pas un vrai jeu, mais vraiment, hein, c'était pas un vrai jeu à la base. C'est un conte d'Irester, c'est on se balade, il y a une voix off et ça nous raconte un truc. Voilà, faut vraiment savoir qu'il se passe rien. Mais j'ai rien compris à l'histoire. Mais il n'y a pas grand chose à comprendre, voilà, bref. Non, mais tiens, tu vois, c'est... Mais voilà, faut savoir que c'est un genre, le Walking Simulator, qui est ultra accessible pour les gens qui ont un peu peur du côté hystérique du jeu vidéo. Et que bah, ça peut être une excellente porte d'entrée, un truc assez mature, un truc et qui est visuellement très beau. Généralement, vu que c'est des jeux où bah voilà, tu peux te balader un peu où tu veux, mais c'est pas des open world de ouf. Généralement, c'est très beau. Et c'est surtout des jeux paisibles. C'est-à-dire que c'est des jeux où quand t'es pas habitué à te balader dans un univers en 3D, parce que voilà, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience de gaming. Je sais qu'il y a du mal avec les deux, tu vois, à te diriger et à diriger la caméra en même temps. Et ça, c'est un truc qui est ultra difficile quand tu es pas habitué à ça. Diriger ton perso et la caméra. Et généralement, en fait, parce que les gens, c'est que quand ils veulent avancer et tourner, ils avancent et ils tournent le perso, mais la caméra ne bouge pas, donc le personnage, et du coup, bah, ils suivent pas. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton perso, tu continues à le faire avancer, et tu fais tourner la caméra. Et ben, ce genre de jeu, c'est un super moment de tuto pour ça, pour évoluer dans un monde en 3D. Et comme t'es pas poussé par un timing de taré où il n'y a pas plein de gens qui viennent te tuer partout, et ben c'est vachement paisible comme type de jeu et du coup c'est cool. C'est une bonne porte d'entrée, je pense en tout cas pour les non-gamers qui veulent un peu se balader tranquillement, quoi. Voilà. Et la liste est longue comme le bras. Il y a plein de daubes, faut aussi le savoir parce qu'il y a plein de développeurs qui se sont dit ouais, on va marcher, c'est cool, les gens ils vont kiffer. Non, il faut quand même que ça tienne la route et narrativement. Il faut une bonne histoire. Il faut une bonne histoire à la base parce que c'est des jeux narratifs. Enfin, c'est vrai que c'est une porte d'entrée parce que pour les gens qui aiment les séries ou les films, c'est vraiment des histoires que tu suis, t'es à l'intérieur, c'est pas forcément interactif parce que l'histoire, elle est là, elle est présente, c'est à toi de la découvrir. Mais t'as vraiment ce côté, ce feeling, tu vas à ton rythme et tu découvres l'histoire et c'est le voyage qui est plus intéressant que la destination finalement parce que c'est ce voyage qui te fait découvrir tous les lieux, tout ce qu'on veut te présenter, quoi. Donc voilà, bah écoutez, mais c'est cool, hein, parce que c'est pas un des walking dont j'entends le plus parler, moi, voilà. Il y a Firewatch, il y a tout ça, mais celui-là, il faut lui redonner sa petite chance, il doit être tellement pas cher en plus maintenant. Il y a moyen, ouais. Ouais, vraiment pas cher du tout. Par contre, c'est exclu PlayStation, ça. Ouais, il n'y a pas de Sony. PC, ouais. Donc ça sera pas sur Switch, ça sera pas sur tout ça. Et puis si vous voulez autre chose, vous mettez Walking Simulator sur Google, vous aurez de quoi faire. Merci mon Romain. De rien. Alors moi je vais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a pas longtemps et qui s'appelle In Other Waters. Et In Other Waters, c'est absolument génial. C'est voilà. Alors en gros le concept c'est que on est une IA, une intelligence artificielle, et on va assister une demoiselle qui arrive sur une planète aquatique. Et qui est équipé d'une combinaison. Et alors attendez, je vais vous faire la lumière en même temps. Voilà. Et donc là, les copains, désolé, vous ne voyez pas, mais les gens, eux, voient. Et donc, on va assister cette personne qui a cette combinaison et qui est dans ce monde-là. Donc ça, c'est la jaquette du film, du jeu. Et donc, c'est un monde, c'est un open world aquatique. Donc ça va être génial, c'est super. Sauf que la petite douille, mais qui est extraordinairement géniale, c'est que l'esthétique du jeu, c'est ça. Et là, ça va refroidir beaucoup de gens. Donc en fait, l'esthétique du jeu, c'est cette vue de radar qu'on voit d'en haut. Et vraiment, c'est une vue de radar. Le jeu entier, c'est comme ça. Faut le savoir. Donc en gros, il y a un monde entier à explorer sous-marin, mais vous ne verrez que ça.
En gros, le personnage qu'on assiste, c'est le petit point jaune au début, au milieu. Et tout ce que vous voyez autour, ce sont les outils qu'on a de disposition pour la faire voyager. Ça, c'est ses réserves d'oxygène, ça, c'est son réserve d'énergie et tout ça. Et tous les petits points jaunes autour, ce sont soit de la vie, donc des végétaux, la faune et la flore, tout ça. Et nous, ce qu'on va devoir faire, c'est l'accompagner pour retrouver une chercheuse qui a disparu. Voilà. Et c'est malgré cette austérité visuelle, le jeu est absolument génialissime parce que justement l'austérité visuelle laisse la place complète à l'imaginaire et c'est absolument génial parce que on est justement dans le jeu, si on prend l'exemple du jeu d'avant, c'est tellement beau maintenant qu'on nous fout à la gueule tous ces univers-là et là le jeu c'est regarder une carte d'en haut et c'est tout. Et on va juste communiquer avec la personne, c'est des petits textes. C'est en anglais, par exemple. Il y a peut-être une trad française qui est en train d'arriver, mais pour l'instant, c'est que en anglais. Et le niveau d'anglais est un peu tendax parce que c'est un petit peu, c'est très scientifique. Donc voilà, il y a des petits mots un peu chelous, mais en gros, ça va. Et du coup, le délire, c'est que ça. Je vous le remets parce que c'est tellement magnifique. Et en gros, on a toute cette carte qui est assez grande et on va devoir se balader, trouver des endroits. Il y a des endroits auxquels on doit avoir accès, mais le courant est trop vite et trop rapide et du coup, l'armure de notre copine, enfin de la nana qu'on conseille n'est pas assez puissante. Donc, il faut trouver des trucs pour lui augmenter son armure, sa puissance de déplacement. Et quand tu es sur un point de vue de carte, comment est-ce que tu montres un courant marin ? Et ben voilà, il y a du son, il y a des petites particules qui passent, et c'est rien, c'est du minimalisme absolu, mais putain, ça marche tout le temps. Et c'est dinguissime. Et voilà, on va là, le sound design est mortel, c'est ultra doux, t'as juste envie de te balader, et juste entre ce que la nana te dit et le son que t'entends, et tout le rapport à l'iconographie du jeu, c'est-à-dire que tu sais que le petit rond comme ça qui se balade, c'est une bête. Et tu sais que cette bête-là, elle est méchante et il faut pas que tu ramènes la nana dedans. Mais à l'image, c'est juste un putain de rond qui bouge. Et des ronds qui bougent, il y en a plein. Et au fur et à mesure, tu apprends à tous les associer, à savoir qu'est-ce que c'est, et aller te balader. Tiens, si j'ai besoin d'oxygène, je sais que je peux cueillir ces ronds-là parce que c'est des plantes qui ont de l'oxygène et tout ça. Et le jeu se bouffe comme ça, c'est absolument génialissime. Moi, je joue sur Switch, je sais qu'il est sur PC, mais c'est 10 balles, ou 11 balles, un truc comme ça, et c'est brillant. Brillantissime, en mode c'est vraiment la politique du minimalisme absolu et qui fonctionne tellement bien. Alors après voilà, c'est peut-être pas une porte d'entrée facile pour les non-gamers, mais c'est tellement une expérimentation chelou et qui fonctionne, putain. Moi c'est ça qui me moi c'est ça qui me fait halluciner, c'est qu'il y a encore des mecs qui ont des idées, et des nanas qui ont des idées comme ça, qui se sont dit ouais, on va faire un open world sous-marin. Mais on n'a pas d'argent, c'est pas grave, on va faire ça, point de vue d'une carte, c'est tout. Et tu dis, mais putain. Et quand tu sors de, je sais plus quel jeu, où tu es vraiment dans un open world sous-marin, où tu dois construire ta base, là, je sais plus comment ça s'appelle, Subnautica. C'est vraiment Subnautica, mais avec un point de vue de carte. En 2D, d'accord. Ah ben voilà, et c'est génialissime. Donc, vous répétez le nom du jeu dont vous parlez In Other Waters. Ah, l'autre jeu Subnautica. Ouais. Subnautica, les gens, faites-le, c'est absolument génial. Open world sous-marin, c'est tellement bien, voilà. Mais voilà, In Other Waters, je m'éternise pas dessus parce que c'est un peu chelou et que je suis tout seul à y avoir joué. Mais voilà, si vous êtes un peu curieux et que vous aimez les cartes, jouez à ça. C'est vraiment, voilà, regardez ça, c'est tellement beau. T'as une durée de combien ? Là, je suis à 5 heures de jeu, j'ai pas fini. Après, j'ai galéré pendant 2 heures pour trouver un truc. Parce que j'avais mal lu un texte et voilà donc je crois que c'est entre 10-12 heures, donc en plus il y a de la matière. Est-ce qu'on se lasse ou pas au bout de 10 heures? Je ne sais pas, je ne suis pas encore là, mais je suis à 5 heures avec 2 heures de blocage et j'aime toujours, donc et c'est plutôt rare pour être donc voilà. Laissons-lui la chance. Et c'est un jeu, c'est quelle nationalité ce jeu? Enfin, ça a été c'est le jeu de un gars, si je ne m'abuse, et si je ne m'abuse, il est américain ou anglais. Mais ça mériterait d'être confirmé. Voilà. À regarder. Mon Thomas, deuxième reco de la journée. Oui. Qu'est-ce que tu as pour nous? Oui. Alors, en ces temps de confinement et de... C'est bientôt fini, les gars. C'est bientôt fini. De monde un petit peu anxiogène, comme ça, j'avais envie de proposer un truc mignon, un truc
réconfortant, mais qui a à la fois du sens aussi. Alors, dans la grande... c'est pas un jeu évidemment inconnu, c'est Unravel, qui date un petit peu, 2016. C'est un studio suédois qui a fait ça, mais je crois que ça a été chapeauté par Sony. Par Sony, ouais. Voilà. Parce que Je vois que c'est EA, les gars, pas Sony. Hein. Ah bon? C'est EA. D'accord. La présentation était sur le truc de Sony à l'E3. Bref, pardon, excusez-moi. Il me semblait, parce qu'en fait, tu parlais de jeu magnifique, mais ce jeu est absolument somptueux. C'est vrai qu'il est très beau. C'est un jeu de plateforme, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de plateforme où on incarne une petite boule de laine, un petit bonhomme en laine qui doit trouver son chemin à travers qui d'une prairie, qui d'un ruisseau, qui d'une maison. Donc on est à l'échelle d'une souris en fait, donc on est tout petit, comme dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. On est tout petit et donc chaque traversée de ruisseau, de petites flaques devient une aventure où on doit se balancer avec son fil de laine. C'est très très beau, vraiment, c'est magnifique. Derrière, il y a un sous-texte sur le souvenir qui s'efface, parce que ce petit bonhomme de laine va rechercher tous les souvenirs d'une vieille dame qui est en train de perdre sa mémoire. Donc il y a tout ce texte très très poétique et tout ça. C'est dans une ambiance, les paysages, c'est des paysages suédois, je crois, oui, puisque le studio est suédois. Et la musique aussi est folklorique suédoise. Donc c'est très beau, c'est un jeu de plateforme assez, pas forcément ultra exigeant, mais il y a quand même un petit peu de défi, mine de rien. Donc il faut éviter les animaux, il faut tirer des petits objets pour avancer ensuite parce que la cagette est trop haute, etc., etc. Ça se fait assez rapidement. J'ai pas compté le temps que j'ai mis, mais je faisais des sessions de 1 heure à peu près. J'ai dû faire 7 ou 8 sessions comme ça. Et c'est vraiment ultra mignon, ultra réconfortant. C'est pas du tout punitif, on recommence très très vite dès qu'on perd, dès qu'on n'arrive pas à passer un endroit, on recommence très très vite. Et c'est beau et c'est touchant aussi parce que l'histoire derrière est touchante. Voilà, ça parlera à tout le monde. Donc si vous ne connaissez pas, je pense que vous êtes peu. Voilà. Mais si vous ne connaissez pas, je vous le conseille parce que c'est vraiment très sympa à faire avec des enfants, si vous avez des enfants à la maison, avec votre copine, avec votre copain, je ne sais pas. Allez-y, foncez. Alors, il faut savoir qu'il y en a 2. Hein. Il y a le 2 qui est sorti il y a 1 an ou 2, je crois, un truc comme ça. Et voilà. Non, mais il faut le dire parce qu'en gros, l'histoire, c'est que le jeu avait été ultra hypé. Avant qu'il sorte, parce que le développeur c'était un petit Suédois qui était venu présenter son jeu, il avait les larmes aux yeux, il était trop chou, et tout le monde dit oh là là, mais comme c'est trop mignon, le jeu est trop mignon, oh là là, trop mignon, et effectivement, le jeu a été très bien vendu, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait ah, c'est que ça, en fait c'est que bien. Mais ça c'est le problème de hyper hyper les jeux, hein, ou n'importe quoi, les films et tout ça, où les gens disent ah quoi, c'est juste bien. Bon, et le 2 est sorti, et les gens ont encore fait plus, quoi, bon. Donc voilà, est-ce que tu as un avis sur le 2 ou pas? Moi, j'ai pas fait le 2. Il y a des gens qui demandent si c'est un jeu, juste avant de reprendre, est-ce que c'est un jeu PC, c'est un jeu sur PlayStation, c'est un jeu... tout, je crois. Hein. Ah, il est multiplateforme. Multiplateforme, on peut le jouer n'importe où, je crois, et tout. Et ouais, quelqu'un, Ludovic, demande s'il est multijoueur. Voilà, parce qu'en fait, j'ai cru comprendre qu'il y avait un truc multijoueur dans le 2, en fait, c'est pour ça. Le 2, ouais. Le 2 est multijoueur, il y a un second personnage, on peut jouer tout seul. Je pense que j'aurais préféré jouer à 2, pour le coup, mais j'ai pas de deuxième manette chez moi, je joue sur PlayStation, hein, pour info. Et le 2 est très sympa et beaucoup plus exigeant en termes de plateforme. C'est c'est bien. Du platformer un petit peu plus costaud, un petit peu plus punitif. Et l'histoire est beaucoup moins sympathique. C'est pour ça, moi, j'ai un petit peu lâché la manette parce que je suis pas un acharné je suis très casu. Je suis pas un acharné de la manette. Donc, du coup, à un moment donné, j'en ai marre parce que l'histoire m'a pas drivé comme elle m'a drivé dans le premier. Où là, c'était avec plaisir que je refaisais les niveaux, où j'essayais de faire ça mieux et plus propre. Mais Unravel, le premier en tout cas, mérite. Et je crois que sur PSN, il y a une espèce de bundle, le 1 et le 2 ensemble, pour pas très cher. Donc je vous le conseille à faire, surtout si vous avez des enfants, c'est très sympa à faire avec des enfants. Ok, d'accord. Moi, quand j'avais vu l'affiche, parce que moi j'étais un peu moins renseigné, mais j'avais vu quand c'est sorti à l'époque, j'avais peur d'un nouveau Little Big Planet, quoi, tu sais, avec le bonhomme en laine. Voilà. Mais c'est des jeux très bienveillants. Voilà, c'est ça, c'est très accessible, c'est très mignon. Une belle histoire. Ouais, belle histoire. C'est pas naïf, c'est pas niais, c'est une belle histoire et c'est bon.
C'est vraiment quand quelqu'un vous dit ouais, jeux vidéo c'est pour les débiles, c'est que des trucs où il faut tuer des gens, tu fais non. Voilà, ça fait partie des exemples où tu dis regarde, tu peux mettre tes gamins, ça va pas, il va pas les tuer tout le monde. Voilà, mais Unravel, c'est cool. C'est un jeu d'adulte. C'est un jeu d'adulte. Merci mon Thomas. Bordeaux, ici Bordeaux, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, j'ai 3 propositions, donc par laquelle, parce que je les aime à peu près toutes les 3 équitablement. Oui, déjà la deuxième. La deuxième. La deuxième, ok, ça part sur la deuxième. Qu'est-ce Ok, que bah c'est du coup, je vais vous parler d'Undertale et du coup, par la même occasion de Deltarune, qui est sa suite, mais c'est des jeux qui sont tellement courts que voilà, je sais pas si vous avez fait ces jeux, non? Non, pas du tout. Alors Ok. attends, Alors, Undertale. Mais c'est oui, un mais jeu bien qui a sûr que été si, fait- c'est tellement brillant. Pardon, Ouais. excuse-moi. C'est un jeu qui a été fait On a par perdu un le gars tout seul, et là, pour le coup, on en est vraiment sûr, parce que le mec, c'est un taré. Il s'appelle Toby Fox, et le mec est allé assez loin pour faire aussi la BO du jeu. Non, Enfin, mais c'est vraiment, un- il a vraiment tout fait. Moi, c'est un jeu que je porte très très cher dans mon cœur, parce que je l'ai déjà refait 4 fois. Et ce genre de jeu, je pense que vraiment, c'est pas fait pour être refait 4 fois. Bref, donc du coup, en fait, c'est un RPG, mais on va dire ambiance JRPG vraiment à l'ancienne, en truc comparable, je pourrais dire Pokémon, peut-être pour les trucs un peu populaires. Ouais, ou Zelda, quoi. Un Zelda aussi. Ouais, ou un Zelda, ouais, c'est vrai. Un Zelda, sauf qu'il y a en fait, il y a du combat, il y a du combat tour par tour quand même. D'accord, comme Final Un Fantasy. peu, Ok, ouais, d'accord. voilà. Le Trigger. Voilà. Et du coup, ce jeu, en fait, ce qu'il a de particulier, bon, déjà, les personnages sont très mignons. Tout le monde est attachant. Enfin, vraiment, le scénario est bien écrit, les personnages sont chouettes. Et en fait, la particularité du jeu, c'est que, mais ça, on ne sait pas quand on joue la première fois. Donc là, je vais être obligé un peu de vous spoiler. Ouais. Mais ça explique vraiment la particularité du jeu, c'est qu'en fait, dans ce jeu, on a le choix de se battre ou de ne pas se battre. Je vous en dis pas plus de ce côté-là. Et en fait, la voie où on ne se bat pas est la voie la plus dure. C'est-à-dire que vraiment, le jeu peut se finir très très rapidement en tuant tout le monde, en faisant ce choix-là. Il se trouve que forcément, avec ce choix-là, il y a aussi plusieurs fins. Tout est interconnecté. C'est-à-dire que plus vous vous battez, plus les méchants seront durs. Et donc, il y a un choix qui est le plus beau, qui est celui de ne pas attaquer les animaux, et les animaux vous le rendent bien. Voilà, c'est un jeu qui se joue en 8 heures. Je vous en dis pas plus parce que je pense qu'il faut pas trop s'épancher dessus. Il est dispo partout. Et donc, du coup, il y a Undertale, c'est le 1, qui est... alors, je sais pas s'il est sur PlayStation, mais en tout cas, il est sur Switch et sur PC. Ce sont les 2 meilleures plateformes pour jouer aux jeux indés, qu'on se le dise. Et Deltarune est gratuit sur PC, c'est la suite. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais Undertale et Deltarune, c'est les mêmes lettres. C'est ça, c'est des Petit anagrammes. jeu de mots. Pas mal. Et en fait, c'est une suite qu'il a fait gratuitement pour remercier parce que je pense que le type est millionnaire. Ah oui, Vu oui. qu'il n'y avait pas de studio et qu'il n'y avait rien, je pense que le type est millionnaire. Ah, il est très très bien là, je pense. Ouais, Alors, ouais. juste, je fais une petite parenthèse. Il y a Susanna qui nous demande, qui fait RPG, point d'interrogation. Alors, c'est vrai que là, on parle un peu comme des connards de gamers Ouais, qui pardon. savent de quoi on parle. Non, mais pas de souci. Susanna, le RPG, c'est en gros, c'est un jeu vidéo, c'est role playing game, role C'est ça, RP c'est ça. playing game. Voilà. En gros, c'est des jeux vidéo qui reprennent les logiques de jeux de rôle papier. Tu sais où tu crées ton personnage et surtout, tu as une histoire et t'as des objectifs. Et quand tu te bats, ça reprend enfin plus maintenant. Enfin, l'ancienne école reprenait vraiment la logique des dés. Tu devais lancer des dés pour savoir si tu gagnais ou si tu perdais. Et ben là, c'était ça. Tu avais un méchant en face de toi. Et c'était chacun son tour, on tape. Voilà, c'était pas en direct. Maintenant, c'est beaucoup plus ça. Et donc, c'est juste un RPG, c'est un jeu vidéo qui reprend des logiques de jeu de rôle plateau et papier. Voilà, pour la culture. Et quand on dit JRPG, c'est que c'est japonais. Voilà, tout simplement. C'est que c'est Japanese RPG. Donc, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend ces codes-là de bagarre au tour par tour. Donc, je te tape, tu me tapes, et c'est le premier qui meurt qui a perdu. Sauf que là, il amène cette logique-là. Désolé Thomas, je vais répéter le spoil. C'est-à-dire que si tu arrives, tu peux ne pas tuer et t'en sortir à chaque fois sans tuer. Voilà, c'est bon. Et c'est ça qui est brillant. Et le jeu est ultra choupi.
Les Là, mais là, personnages sont vraiment excellents. Ouais. je vous remets des petits visuels là. Voilà. Alors c'est vrai que là, c'est marrant parce on enchaîne avec Rapture où c'est super photoréaliste, trop Oui. beau. Et ce mec qui a fait son jeu tout seul en mode pixel art et qui est devenu milliardaire. Voilà. Et c'est vraiment vraiment très 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 cool. C'est vraiment très très mignon. Le simple fait de ne pas pouvoir tuer, c'est tellement bien. Ouais, et puis ce qui est bien, c'est il en a pas fait juste un oui ou non. Il en a fait un truc, et là pour le coup, faut vraiment y jouer, mais il en a fait, en fait, ça devient des mini-jeux, et ça teste la patience du joueur, en fait. Quand vous décidez de pas vous battre, il y a un moment où vous craquez, vous vous dites, mais là, il faut que je lui tape dessus, sinon je vais mourir. Mais sauf qu'il faut tenir. Et dans le gameplay, déjà, chaque combat est différent. Je parle même pas des combats de boss qui là sont épuisants parce que voilà, quand on choisit de pas se battre, forcément, on martèle pas le A, on doit réfléchir à ce qu'on fait. Et ouais, c'est un jeu qui casse les codes, mais de toute façon, j'ai mis quasiment que des jeux comme ça dans ma liste parce que je trouve que c'est des trucs intéressants à montrer. Bah, on va pas dire aux jeux, on va pas dire aux gens, allez jouer à FIFA 2025, tu vois. Non, mais moi j'étais tenté de parler de Zelda quand même parce que, pour moi, c'est un truc, tu vois. Mais Zelda, mon gars, le Breath of the Wild. Mais bon, Wild, on n'a pas besoin d'en parler au final, mais ça reste des jeux importants quand on est confiné. Zelda, c'est magnifique. Si, on pourra faire une émission dessus, quoi. Ouais, mais alors là, si on veut parler de Zelda, c'est une émission ultra niche, quoi. Voilà. Donc, Undertale. Ah ouais, alors Susanna nous demande est-ce que ce sont des jeux payants? Oui. Oui, alors Deltarune est gratuit sur PC. Il faut aller faut taper Deltarune sur Google et il est gratuit. Alors c'est la suite de Undertale, mais il peut se jouer tout seul, ça va. Alors parce que je connais Susanna et Susanna n'est pas du tout une gameuse. Et en fait, en fait, le jeu vidéo, c'est comme le cinéma, c'est comme la musique. Ce sont des gens qui gagnent, ça coûte de l'argent et il faut payer si tu veux de la qualité. Il y a quelques trucs gratos. Ça, c'est pas du Candy Crush, quoi. Voilà. Bisous à tous les gens qui adorent Candy Crush. Il y a 6000 niveaux maintenant, donc bonne chance pour le terminer. Mais voilà, c'est une industrie, ça coûte de l'argent, donc si on peut acheter, c'est bien. Voilà, ceux qui n'ont pas d'argent d'acheter, télécharger, allez-y les gars, il n'y a aucun problème. Oui, et encore plus les jeux qu'on conseille, parce que là, même Everybody's Gone to the Rapture, qui a été plus ou moins payé par Sony, c'est des jeux indés, pareil pour Unravel. Bon, c'est des gens qui se font après distribuer par ces gens-là, mais à la base, c'est des petits studios. Hein. C'est des mecs qui se saignent pour faire leur jeu. Là, on parle de jeux qui ont marché souvent. Mais il faut penser qu'il y a des milliards de mecs qui galèrent, qui se tuent à la tâche et que leurs jeux sortent. Il y a 3000 jeux qui sortent par jour et les mecs ils meurent et voilà, tout le monde les laisse crever. Bref, c'est pour ça que l'acte d'achat est un acte de soutien. Ouais, et ce qui est drôle, c'est que souvent les jeux de Walking Simulator marchent beaucoup. Ouais, mais parce que ça touche un public qui est super large. Unravel, c'est noté dans la liste. Undertale, il a même pas compris la blague. Il a même pas compris. Moi, je l'ai compris, Romain, je l'ai compris. Merci Arthur, merci encore. T'as pas compris la blague avec moi? Mais j'ai une émission à gérer, moi, monsieur, j'écoute pas les blagues. Oh là là, excusez-moi de mettre un peu de bonne joie et de bonne humeur dans tout ça, excusez-moi. Mais voilà, on s'aime tous. Mon Romain, deuxième jeu pour toi, qu'est-ce que t'as pour nous? Moi, je suis un peu comme Arthur, on en a ramené plein et tout, donc soit en fait, je vais continuer sur le Walking Simulator, parce que t'en as parlé tout à l'heure. Et en fait, tu parlais de Firewatch, qui était un peu plus connu. Ouais. Voilà, et que par rapport au jeu en fait qui était donc Everybody's Gone to the Rapture, en fait Firewatch moi m'a happé parce que je me suis incarné dans le rôle principal de ce jeu. Donc pour expliquer en fait là pour le coup, c'est donc on est toujours dans un Walking Simulator et on se trouve en fait à être dans la peau de Henry qui décide après un lourd passif dans sa vie qu'on comprendra au fur et à mesure en fait, qui décide d'être surveillant de forêt, donc de surveiller s'il y a des feux de forêt en période d'été. Et en fait, on va se retrouver à marcher dans la forêt, avoir quand même une sorte de connaître un peu la carte et tout ça, d'avoir des petites missions, mais des missions toutes bêtes, vraiment toutes bêtes, et tu n'auras que comme un seul interlocuteur une nana qui s'appelle Delilah, qui est un peu ta supérieure hiérarchique en fait et tout, et avec qui tu vas discuter en talkie-walkie. Donc en fait, tu ne verras pratiquement personne dans ce jeu. Voilà, pas grand chose en termes de discussion, mais tu auras beaucoup de discussions avec elle en fait, avec qui tu vas vraiment expliquer tout ton passif et tout ça. Et en fait, je me suis vraiment attaché à ce personnage de Henry, en fait, de comprendre pourquoi il était là, de vraiment l'incarner, tu vois, contrairement à Everybody's Gone to the Rapture, parce qu'en fait, je savais pas que j'étais là, en fait, j'étais happé par ça.
Et donc j'avais envie de suivre en fait un peu toute l'histoire. Et voilà, donc je vais rien vous dire parce que je vais vous spoiler. Je vais vous spoiler en fait l'histoire, mais voilà, essayez-le. Moi j'ai joué sur PlayStation, je crois qu'il est dispo sur Steam ou. Il est dispo sur Steam, je confirme. Voilà, il est dispo sur Steam, quoi, donc tout va bien. Donc voilà, donc ouais, c'est un peu, toujours un peu film narratif, enfin, et plutôt pas un film, mais un jeu narratif où on suit une histoire et on apprend que ce mec a eu un gros passif avec sa femme et que il arrive un peu en mode pas dépressif, mais il essaie de se remettre un peu les idées au clair dans ce jeu et vous l'accompagnez à ce moment-là, en fait, quoi. Vous allez l'accompagner jusqu'au bout. Donc je sais pas si quelqu'un y a joué ou pas. Moi, Non, mais je l'ai vu passer plein de fois sur Steam, par contre. Moi, je l'ai fait. Non, Je l'ai pas fini, mais je l'ai fait. Je l'ai bien défoncé. Mais genre, il doit me rester 2 heures. Je l'ai pas fini parce que la vie est passée et hop, elle m'a pris la manette des mains et voilà. Non, moi je trouve ça mortel. Je trouve que esthétiquement il y a vraiment une patte. C'est vraiment très très beau. C'est de la 3D, donc c'est du FPS toujours, donc point de vue de la personne. Donc on voit ses mains. Il communique avec la nana dont tu parles par un talkie-walkie. Tu peux te balader par une map avec une carte que tu décides où aller, tout ça, tout ça. Mais esthétiquement il y a vraiment quelque chose. Ça s'inspire des parcs nationaux américains. Et il y a vraiment cette ambiance-là. Et c'est ça qui est, pour moi, c'est le gros point fort du jeu. C'est qu'il y a entre l'image et le son, les ambiances, tout ça, les petits oiseaux et tout ça, la musique. Tu as vraiment des moments où tu as l'impression de te balader dans vraiment le milieu des États-Unis. Et tu te dis, mince, mais putain, c'est dommage que ça n'existe pas pour de vrai. Donc il y a vraiment quelque chose. Il y a des couchers de soleil magnifiques. Et l'histoire est ouf. Je sais juste pas comment ça termine. En fait, si, je sais, mais je l'ai pas joué, je l'ai vu. Voilà, je suis un tricheur, je suis allé voir la fin sur YouTube. Voilà. Ouh, je sais. Et faut savoir que c'est un des gros représentants des jeux des Walking Simulator qui a gagné plein de prix à l'époque où il est sorti. Mais vraiment, Firewatch, si vous le faites, c'est une valeur sûre. Alors vous aimez ou pas, c'est une chose, mais c'est un peu comme aller voir, je sais pas, le film. Si tu veux voir de la SF, tu regardes. Si tu veux voir de l'aventure, tu regardes Indiana Jones. Tu vas pas forcément aimer, mais c'est la valeur sûre. Tu sais que tu regardes ça. Pouf. Firewatch, tu veux faire un walking simulator, c'est pas aussi austère que peut l'être It's Gone to the Rapture. C'est plus friendly, je trouve. Tu vois, tu comprends mieux. Si, parce que vu qu'on te donne les éléments, tu comprends. Et rien que ça, déjà, parce qu'il y a plein de gens, ils supportent pas. Et je comprends de pas comprendre ce qu'ils font, qui ils sont et tout ça. Là, il y a tout. Il y a juste, voilà, ça va être quoi l'histoire. Et je trouve que c'est un super moyen aussi, c'est une super porte d'entrée. Et il est pas long, il est pas compliqué, c'est super bon. Non, c'est 5-6 heures de jeu, donc c'est pareil, c'est des petits jeux aussi. Il doit être à 10 balles, je pense, voire moins en période de promo. Donc voilà. Mais Firewatch, super reco, mon petit. Hein. C'est bien, c'est un bon jeune. Ouais. J'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo il y a 5 ans, c'est bien que ça sert quand même. Très bien. À moi les cocos. Moi je vais enchaîner avec un jeu de rythme. J'adore, je suis un amoureux des jeux de rythme. Les jeux de rythme, pour ceux qui ne savent pas, donc tout le monde sait sans doute, mais à l'image, il faut respecter des rythmes et ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus violent et ça devient de plus en plus fou. Pardon ? Comme Guitar Hero en fait. Comme Guitar Hero, sauf que tu n'as pas le petit ustensile à la con. Beaucoup de gens connaissent les jeux de rythme via Guitar Hero d'ailleurs, donc dites-vous que c'est à peu près la même chose, sauf que c'est le mapping des touches et sur la répartition des touches et sur la manette. Et le dernier jeu de rythme auquel j'ai joué, je l'ai acheté il y a 2 ans et j'y joue toujours. Je l'ai acheté 3 fois. Je l'ai acheté une fois sur ma Switch, une fois sur mon PC et une fois sur ma PlayStation. Parce que je ne pouvais pas avoir les 3. Enfin voilà, il y avait des réparations et ce jeu me fascine absolument. C'est du génie esthétique et c'est du génie de game design. Pourquoi ? Je vais vous mettre les images pour les gens. Tu peux répéter le titre ? Thumper, Thumper. Ah, mais oui. Thumper, c'est absolument grandiose, les amis. Donc vous jouez ce petit scarabée ici présent et vous êtes sur une ligne, une espèce de passage. Alors je vais vous mettre, voilà, ça c'est un exemple de, voilà, vous êtes sur ce passage et va y avoir une musique. Les jeux de rythme c'est toujours pareil, ça crée une musique et il faut respecter une rythmique qui vous arrive dans la gueule et il faut taper sur les bonnes touches au bon moment. Le truc, c'est que déjà, esthétiquement, ce jeu est complètement hallucinogène, LSD-ien. Voire flippant par moment. Voire flippant. C'est complètement dingo. Esthétiquement, c'est complètement fou.
Mais le truc qui est. Parce que l'esthétique en jeu vidéo, les gens ont la maîtrise de la 3D, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, à la limite, que ce soit dingue visuellement, moi, ça m'étonne plus. Par contre, ce qui est complètement fou, c'est la gestion de la musique. Parce que c'est quasiment pas de la musique. En fait, c'est ça qu'il faut savoir. En jeu de rythme, je vois la mélodie, les machins, et puis on te dit tape. Là, il n'y a pas de mélodie en soi. C'est une espèce de musique garage rythmique chelou, qui est un truc très tribal. Et c'est pour ça que j'ai une fascination pour ce jeu, parce que j'ai jamais eu... en jeu vidéo, il y a le flow, ce qu'on appelle, c'est l'état de grâce. C'est un moment où tu joues, où tu oublies ton cerveau, et tu es en accord complet avec ta manette, et la communication est directe, en gros, entre toi et le jeu. Et moi, j'ai jamais senti autant ça qu'avec ce truc, parce que la rythmique, la façon dont on t'explique comment les sons et les moments où tu appuies vont marcher, ça devient tellement organique avec toi, qu'à un moment, tu ne réfléchis plus. Et tu joues. Et je n'ai jamais eu ça ailleurs que dans ce putain de jeu. Ouais, je confirme, c'est à 200%. C'est absolument extraordinaire. Alors après, c'est très bizarre, hein, c'est très particulier, ça peut être flippant. Faut jamais jouer à ça sous drogue. Jamais, les copains. Je vais pas dire est-ce qu'il faut se droguer ou pas, ça c'est vous êtes grands. Les mecs qui sont morts, moi je te le dis. Moi. Mais effectivement, ce jeu est dinguissime et c'est fou. En fait, voilà, c'est vraiment fou. J'ai jamais vu ça ailleurs et vraiment, enfin, j'arrive dans les jeux de rythme, t'as de la musique et on te dit voilà, quand t'entends bim, enfin quand tu vois le truc arriver, bah pouf comme les Guitar Hero. Là, tous les sons, les actions de rythme sont anticipées par des sons qui t'arrivent dans la gueule. Et ils augmentent ces sons. Mais sauf que ces sons-là ne sont pas de la musique. Et c'est des espèces de rythmique un peu bizarre. Et c'est toujours raccord. Et en fait, c'est comme une cornemuse là. C'est-à-dire qu'il y a un son qui est en fond tout le temps. C'est le son que toi tu fais en avançant sur cette espèce de rail là. Et ça fait un boum comme ça qui déjà te met en boucle. Et après, ça part. Et c'est absolument extraordinaire. Je vous remets le visuel parce qu'il est trop beau. Ça coûte rien, ça coûte 10 balles, ça coûte 5 euros. Moi, je l'ai sur Switch, sur PC, sur PlayStation. Ouais, il est partout, ouais. C'est dinguissime, ce jeu. Moi, j'ai une petite note à faire sur ce jeu, c'est n'achetez pas la version VR. Ah voilà, non, mais... tout ce que j'ai à dire. C'est l'enfer. Je l'ai eu, je me suis fait rembourser très rapidement parce que, en fait, c'est trop anxiogène quand ouais, c'est ça. Mais en VR, ça doit être. C'est pas possible. Mais ça reste bien ou c'est juste que c'est trop dans la gueule? C'est trop. Moi, ça ressemble à un outil de conditionnement. Hein. Ouais. Et puis, t'as cette espèce de truc où ton bonhomme va super vite. Bon, il reste un peu sur place par rapport à l'écran, mais la sensation de vitesse en VR, elle est assez. Ah, mais c'est le gerbotron, hein, là, je pense, clairement. Hein. Ouais, et puis tous les trucs psychédéliques tout autour, plus la musique, parce que quand t'es dans la VR, t'as le casque vraiment comme ça, même pour l'audio, ouais, c'est un peu trop. D'accord. Mais okay. par contre, super jeu. Mais voilà. Alors après, là, pour le coup, en tant que premier jeu de rythme, je sais pas. Hein, ouais, non, peut-être pas. Ouais. Peut-être pas. Il y a un truc qui s'appelle Chopin Play, je crois que ça coûte 2 euros, et genre, tu fais du rythme sur tous les morceaux de Chopin, c'est très bien, c'est gratos, voilà. C'est super. Une fois que vous êtes sûr que vous aimez ça, vous rentrez dans Thumper et là c'est de la violence totale. La seule fois que j'ai vécu ça de ma vie, c'est au Japon, à Akihabara, dans les salles d'arcade où il y avait des trucs de jeu où les mecs sont complètement ouf. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai un peu ressenti ça. Donc voilà, Thumper, ça défonce. Et si vous avez un casque VR, c'est Beat Saber qui est complètement dingue. Mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que je parle beaucoup trop longtemps. Voilà. Mais en fait, avec Thumper, je pense qu'il vaut mieux aller voir les vidéos YouTube, savoir si ce genre n'est pas épileptique. Comme ça, pour tous les jeux dont on parle, hein, pour tous les jeux. Oui, il y a des let's play en futur, voilà. Hein. Ouais, il y a les, tu vois, sur la Everybody's Got to Rapture, il y a tout le jeu. Oui, non, mais c'est ça, il y a ce qu'on appelle les playthroughs. Ouais. Voilà, donc si vous voulez vous griller le jeu sans payer, bah voilà, vous faites ça. Oui, c'est vrai qu'on disait ça tout à l'heure, on a demandé si c'était payant. Bah, la version gratuite, c'est simplement de regarder sur YouTube. Ouais. Vous jouez pas, mais vous regardez. Valable pour tous les jeux. Ça enlève le principal avantage du jeu vidéo, à savoir l'interactivité, mais bon. Donc voilà, c'était moi. On a fait nos deux, non? Si? Oui. Ah bah on continue, on fait un tour en plus, c'est très bien, on a le temps. Allez. Voilà. Est-ce que t'as de quoi, Thomas, pour repartir? Est-ce que t'as de quoi?
Un petit dernier, alors je sais pas si vous... Alors très vite parce que du coup, il reste plus beaucoup de Mais temps. non, mais vas-y, c'est, vas-y, te prends pas la tête. Non, mais C'est t'inquiète, moi qui t'inquiète, stresse pour le temps, t'inquiète, c'est pas toi. Kingdom New Lands. Quoi? Kingdom New Lands. C'est Alors, la suite de Kingdom tout court. C'est un espèce de roguelike, je sais pas si je dis le mot New Lands Metroidvania, en pixel art. C'est, comment dire, on va dire un espèce de survival, tower defense, city builder Waouh. en 2D. Wow. alors les non-joueurs, vous pouvez prendre la porte, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux est-ce que tu peux me répéter le deuxième mot, c'est quoi? Kingdom quoi? New Kingdom Lands. New Lands. Newlands. Ah, Oh, ça a l'air beau. Newland. Royaume. Ouais. Ok, d'accord. En fait, ça se joue, je crois que ça se joue à 3 touches, à droite, à gauche et touche d'action. On est un roi sur son cheval et on doit recruter des gens pour construire une ville, pour se protéger, pour aller d'île en île. Et des fois on va plus loin à droite, des fois on va plus loin à gauche, et on découvre des ressources, mais aussi on découvre des ennemis, des monstres qui nous attaquent surtout de nuit. Alors la nuit il faut se planquer, il faut rentrer dans son fort. Et donc chaque partie, on acquiert de nouveaux bonus. À chaque fois, on sait où il faut aller. À la fin, on va très très vite à droite parce qu'on sait qu'il faut aller là pour récupérer telle ressource. C'est simplissime comme concept. C'est du pixel art, donc c'est joli. Mais c'est Oh, assez addictif. Non, je crois que c'est le je crois que c'est sur toutes les raccourci, plateformes. le Ah, raccourci, j'aime bien, c'est beau. Hein. c'est du Ouais. pixel art, donc c'est beau. Non, je suis pas d'accord. C'est pas parce que c'est du pixel art que c'est forcément beau, mais Il y a débat. voilà. Il y a débat. Bon, en l'occurrence, celui-là, il est beau. Mais là, c'est très très beau. Les détails, il y a les détails là dans les images. Ouais, L'animation est folle. Ah ouais, c'est magnifique quoi. Quand tu L'animation est folle. Et donc, c'est ce que je vous dis, donc, espèce de roguelike, survival, tower defense, city builder. Alors, Voilà. on a... Si ces mots font ting dans votre tête de gamer, allez-y, parce que c'est très simple. Et c'est très kiffant. C'est des petites parties comme ça qu'on se fait comme un petit shoot. Alors, eh ben, on va parler à ceux qui sont pas gamers, parce qu'effectivement, on a Susanna toujours qui dit bon, ben je sors. Non. Alors, on va faire un truc très simple. Alors, redis-moi chaque truc, l'un après l'autre, s'il te plaît. Alors, un roguelike. Roguelike. Donc, c'est quand à chaque partie, la partie que tu joues est différente. L'univers, Voilà, en tu fait. recommences au départ. Voilà, tu recommences à zéro, mais à chaque fois, le monde dans lequel tu évolues change. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'avoir un niveau tout fait, toujours le même, les mecs c'est des tuiles en fait. Tu sais, comme dans Labyrinthe, le jeu de plateau très vieux. Et en fait, à chaque fois, le jeu, il remélange tout ça, et à chaque fois, ça donne un monde différent, mais toujours cohérent, si c'est bien fait. Roguelike. Ouais. Voilà. Ensuite, Donc, j'ai dit survival. survival, ça veut dire que qu'il faut survivre, que Voilà. l'une des intérêts du jeu, c'est qu'en gros, on a ce qu'on appelle le permadeath, donc la mort constante. C'est-à-dire que si ton personnage meurt, tu repartiras avec un autre. Le tien est fini, c'est terminé. Donc si tu l'as bossé comme un enfoiré et que tu l'aimes bien, bah tu stresses de ouf parce que tu dis putain s'il meurt, il meurt, il n'y a pas recommence. Ensuite on a Tower Defense, c'est ça? Tower Defense, Tower oui, Defense. léger côté Tower Defense. Donc ça c'est comment expliquer? Bah en fait c'est en gros t'es sur ton château et tu Tu dois vas avec le city builder, hein. Voilà. Tu construis ta ville pour la défendre. Tu construis ta ville, c'est comme SimCity, tu construis ta ville et après c'est plus Age of Empire pardon. Tu construis ta ville donc voilà construire ta ville et après il y a des gens qui vont l'attaquer et toi tu vas devoir défendre ta ville. En très gros, les gamers qui disent oui non mais attendez non hein, voilà merci, c'est pour les gens qui savent pas. Donc normalement, tu as tout compris, c'est génial, la pédagogie comme entrée dans la porte d'entrée du jeu vidéo, c'est magnifique. Et Suzanne est contente, voilà, merci, elle nous fait un pouce comme ça. Merci professeur Clément. Non mais c'est important, tu vois. Bah oui. Donc, c'est quoi? King of Newland, ok. Kingdom. Pas King of Fighters. Merci mon Thomas. Mon petit Arthur. Avant de voir, tu joues sur quoi principalement toi, Kingdom New Lands, tu l'as joué sur quoi là? Je crois qu'il est sur à peu près toutes les plateformes. Moi j'ai joué sur PC, mais je crois qu'il est même sur iPad parce que comme ça se joue à 3 touches, ça peut jouer assez facilement sur toutes les plateformes. D'accord, ok. Très bien. Merci. Arthur, qu'est-ce que tu as pour nous? Alors, j'ai encore un doute. J'ai encore un doute sur ce que je vais vous dire entre les deux. Bah la deuxième. Ok, la deuxième. Ça Non mais choisis. Je vais vous parler de Disco Elysium. Aïe.
C'est un jeu qui est paru je crois, en fin d'année dernière, un truc comme ça. Oh là 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 là. Alors, on est encore sur un RPG, donc un role-playing game. Sauf que là, on est dans l'itération la plus proche de ce qu'est un jeu de rôle sur papier, donc les Donjons et Dragons et compagnie. On est sur quelque chose de comme ça, c'est-à-dire que essentiellement, donc l'histoire on est un détective qui se réveille bourré, qui n'a même aucune idée de son visage. Notre visage, il est flouté parce qu'on ne sait pas encore regarder dans la glace. Et en fait, du coup, il se réveille bourré de la veille, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un cadavre qui se trouve dans le jardin à l'arrière de l'hôtel où il crèche. On n'a aucun souvenir de pourquoi est-ce qu'on est là, de où est-ce qu'on est. Et donc, du coup, l'enquête est à la fois sur le Maccabée qui est là, donc on est un flic, sur le Maccabée qui est pendu du coup à l'arrière, et à la fois la quête de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, et en quoi on pourrait être lié du coup à ce meurtre. Et là où parce que je disais, j'ai mis que des jeux qui sont un peu, qui poussent un peu les barrières, là où c'est vraiment différent des autres jeux de rôle. Euh, c'est que c'est essentiellement basé sur du texte, donc c'est beaucoup de discussions avec des personnages, et il y a toute une arborescence du coup de compétences. Alors, comment expliquer ça facilement Bon courage. Ouais, bon disons qu'on peut se mettre des points de force, on peut se mettre des points d'agilité, etc. Mais sauf qu'ils l'ont poussé très très loin, c'est-à-dire qu'il y a à peu près, je sais pas, 60 déclinaisons de chaque compétence. On est vraiment sur Donjons et Dragons niveau avancé, avec un mec qui fait ça depuis 10 ans, qui a le bouquin qui fait 600 pages pour t'expliquer les règles. On est vraiment là-dessus, mais sauf que c'est très ludique, c'est très très bien fait. Et je sais pas comment donner l'envie plus par rapport à ce jeu, parce que en fait, ça casse tous les codes. Ça casse tous les codes, ce jeu. L'histoire est dingo, le jeu est beau, mais en tout cas, pour un non-gamer, je vois pas l'intérêt. Je vois l'intérêt surtout pour quelqu'un qui a expérimenté les jeux de rôle et qui se dit, genre, ça va être quoi les jeux de rôle demain? Et ça va ressembler un peu à Disco Elysium, les jeux de rôle demain. C'est vrai qu'en tant que jeu qui nique les barrières, si tu veux profiter de ça, il faut connaître les barrières et les codes. Ouais. Et effectivement, pour un joueur qui a pas joué à ces jeux-là, c'est compliqué. Après, c'est une écriture de ouf. C'est, je sais plus combien, 1 million de lignes de texte. Enfin, c'est que du dialogue. C'est un studio polonais, Anglais. je crois. Ouais, alors j'ai En peu plus, c'est un d'infos petit sur le studio qui truc, sort de nulle part. C'est leur premier jeu, les Oui. mecs. Ouais, mais en fait, j'ai entendu que c'est une espèce d'association entre des développeurs et des artistes. Et des artistes, exactement. Voilà, donc t'as cette espèce d'aura en plus, et puis ça vient de. Alors, sinon, c'est Estonie, je crois. Estonie, ouais, c'est ça. Pays de Ouais, l'Est. ils viennent d'Estonie. Et ouais, le jeu est dingue. Il est un peu plus cher que tous les jeux qu'on a dit, hein. Il est à 40 € sur Steam. Par contre, il y a pas mal d'heures de jeu. Alors, moi, je l'ai pas encore fini. J'en suis à presque 20 heures, je crois. Mais il est dingue. Bon, par contre, gros point négatif, il n'est pas en VF. Donc, vous allez vous taper énormément de lignes de texte en anglais. Et en plus, il faut savoir que c'est dans un milieu ouvrier que ça se passe. Donc, il y a énormément d'argot. J'ai beau savoir lire l'anglais, il y a des fois où je tique un peu parce que forcément, il faut comprendre toutes les subtilités du langage. Parce qu'en plus, donc ce que j'ai pas dit sur ce jeu, toute la mécanique, c'est-à-dire que les compétences qu'on va monter, par exemple, il y a une compétence qui vous fait ressentir l'ambiance de la ville. Et c'est des choses en fait, c'est votre esprit après qui va vous parler, qui va vous donner des indices. C'est-à-dire que il ouvre la porte, il sort dehors, il y a quelqu'un qui passe dans la rue, et là, hop, il va y avoir un pop-up qui va arriver. C'est mon esprit, du coup, de cette espèce d'odeur de la ville qui va me dire, aujourd'hui, je sens comme une brise, il va pleuvoir, et il donne un indice par rapport à un autre truc, et ça peut, voilà. Mais de la même manière, ces pensées-là, si elles sont trop hautes, ça peut obscurcir votre pensée. C'est le jeu le mieux pensé en termes je pense, de compétences et compagnie, mais ça va très très loin quand même. Je le conseille chaudement parce que c'est dingo. Voilà, il y a juste le disclaimer comme quoi ça sera en anglais. Alors, il y a une VF qui est en cours de trad.
mais comme il y a énormément de textes, forcément, ça. Ah ouais, non, mais c'est un c'est enfer. voilà. Hein. Et puis en plus, c'est du texte vraiment avec de l'argot, et il y a des mots que j'ai jamais vus. D'accord. Vraiment. Et alors, faut savoir, là, je montrais à l'image Mm. que le Time a fait une sur ce jeu en disant Une carrément. la une Waouh. du jeu, Disco Elysium, Waouh. le parfait point final à une décennie de jeux excellents. Oui. Voilà. En Donc, fait, c'est ça. Moi, c'est un jeu qui m'a fait halluciner parce qu'il est sorti et tout le monde a dit c'est le jeu de la décennie, c'est le jeu de la décennie. Je l'ai vu dans le top des jeux des années 2010, alors que le jeu était sorti depuis il y a- 15 jours. ouais, c'est ça. Je vais vous dire un peu le choc qu'il a fait ce jeu. Et bah, j'espère qu'il va être traduit en VF le plus rapidement possible parce qu'il mérite. Et même pour moi en français, ce sera plus digeste parce que ça fait, franchement, ça fait 3 mois que j'y joue en dilettante. Voilà, j'ai fait à peu près 20 heures de jeu. Et en fait, je me sens fatigué quand j'y joue parce que il faut lire énormément. Et du coup, c'est 2 heures de lecture en anglais. C'est comme de lire un bouquin. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un jeu qui est vachement bien avant d'aller se coucher. Si vous avez envie de vous endormir tranquillement en jouant à un jeu, bah, c'est vachement bien parce que moi, c'est ce que je faisais le soir avant de me coucher. Et puis, bah, c'est comme de lire un bouquin, donc au bout d'un moment, ça vous assoupit, vous avez envie de pioncer. Mais pas du mauvais côté, ça veut pas dire que le jeu est nul, il est captivant, mais c'est comme un bon bouquin. C'est pas Marc Lévy qui t'endort parce que c'est. Voilà. Non, c'est très très bien. On fait des bisous à tous les fans de Marc Lévy. Hein, Pas moi. Thomas, t'avais un truc à dire sur le jeu? Tu as joué toi? Non, oui, j'avais entendu parler de l'AVF en cours, mais je suis très hypé en fait par ce jeu depuis qu'il est sorti parce qu'effectivement, je pense que c'est un instant best-seller, comme on dit, ou un instant classique. Et je suis très hypé, j'ai vraiment hâte d'avoir l'AVF sous la main pour me lancer dedans. Moi, je sais que je ne me lancerai dedans vraiment que quand il y aura la VF. Je veux pas. En fait, je veux pas que l'expérience de jeu soit réduite par une non-compréhension ou une fatigue mentale et tout. Déjà que ça va me casser la tête. Je pense que même en VF, hein, je pense que plus de 2 heures à jouer à ce jeu, ça va être compliqué. Mais franchement, ça veut. Encore une fois, je dis pas que ça veut dire que le jeu est relou. C'est juste que je pense que c'est trop captivant. Mais c'est comme un gros bouquin. Une session de plus de 2 heures à lire un bouquin, au bout d'un moment, on lâche un peu, on regarde ailleurs. C'est un peu la même chose, quoi. Y a pas Mais par contre, c'est un jeu qui est super pour faire d'autres trucs en même temps. Faut le dire. C'est-à-dire que comme le jeu, essentiellement, si on va voir des gens, il y a des dialogues, on fait des choix dans les dialogues. C'est un jeu qui vous permet de, par exemple, vous pouvez discuter avec quelqu'un tout en y jouant. C'est-à-dire que vous pouvez vous arrêter le dialogue. Si vous continuez pas le dialogue, le temps s'écoule pas. C'est un jeu. C'est comme si on faisait un tour par tour finalement. Donc voilà, j'irai pas jusqu'à bosser en faisant ce jeu, clairement. Ça s'arrête assez souvent et que tu peux quand même cuisiner en même temps et jouer quand t'as un truc qui cuit ou un truc comme ça. Quoi. Oui, et puis ça demande pas tu vois, t'as pas besoin d'avoir une manette à la main, tu fais essentiellement que cliquer, donc tu vois, ça peut être dans un coin et vraiment pour finir, moi je trouve tellement cool que des petits mecs qui sortent de... Arrêtez de m'envoyer des messages s'il vous plaît, merci, ça fait bugger le truc. Que des petits mecs d'Estonie qui sortent de nulle part, c'est leur premier jeu et ils raflent tout. Et ils passent dans tous les meilleurs tops de la décennie, même la une du Time, ce mec. Mais oui, et je sais plus quel Game Award, ou je sais plus, je crois que c'est. Non, ils sont arrivés, les mecs ils ont baisé tout le game, c'est-à-dire qu'il y avait tous les gros studios qui avec leurs énormes jeux. Ils ont fait salut, pardon, excusez-nous, on vient, on retourne, et puis on salue. Et les mecs en plus, c'était aux États-Unis. Ils sont montés à 6 ou 7 sur le plateau et je crois qu'ils ont fait un discours où ils ont vanté les valeurs du communisme, quoi. Enfin, je trouve ça tellement cool. Les mecs, ils arrivent, ils fuck tout et ils sont trop choux, quoi. Et ça montre que quand tu mets des mecs bien et que tu les laisses faire ce qu'ils veulent, ça peut sortir des chefs-d'œuvre absolus, quoi. Voilà. Après, pour une entrée, pareil, pour des gens qui sont pas ultra gamers. Non, il faut avoir. Après, on va dire qu'il y a plusieurs types de gamers. Tu vois, par exemple, moi, je me considère comme un mec nul en jeux vidéo, mais j'adore ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, tu me mets sur un jeu de shoot, je suis nul. Ouais. Je suis tout simplement nul. Par contre, là, on va dire que c'est d'autres compétences, mais c'est plus une habitude que vraiment un talent, je pense.
C'est juste qu'il faut, comme tu disais, faut connaître les codes, faut y être habitué pour savourer encore plus ce jeu, quoi. Et Sinon, si tu vas de but en blanc, pas forcément. Quel jeu du même genre on peut conseiller pour rentrer justement comme ça en 3D isométrique, un petit peu narratif il y a beaucoup de... Tous les Bethesda, justement, je crois que tu avais Les quelque Fallout chose à nous montrer. Les Fallout, notamment. Alors après, Fallout, c'est le 1 et le 2 qui sont dans cette logique-là. Oui, je sais. Après, Fallout 3 et tout ça, ça devient du FPS, machin, ou plus des shooters. Mais pour le coup, c'est plus facile d'entrer, je trouve. Ouais. Après, ça peut donner envie d'aller vers les Fallout, les premiers, quoi. Ok, c'est dur à dire. Je crois qu'il y a beaucoup de jeux qui prennent un peu ces trucs-là, mais tous à des degrés différents, quoi. Eux, ils l'ont poussé au max, quoi. D'accord. Bon, Disco Elysium, voilà, c'est le chef-d'œuvre de cette année et peut-être l'un des 5-6 chefs-d'œuvre de cette décennie, avec The Last of Us. Voilà, et voilà. Mon Romain, je l'ai tatoué sur le bras, hein, donc bon, à un moment, je ne peux pas. Ah ouais. Moi, je vais finir avec 2 jeux parce que c'est le même, comment on appelle ça, la même maison d'édition et les créateurs en fait danois qui s'appellent Playdead qui ont créé 2 jeux. Le premier en 2010 qui a lancé en fait la chose et pour lancer en 2016 le deuxième qui s'appelle Inside. Donc c'est Limbo et Inside. En fait, c'est 2 jeux qu'ils mettent en même temps parce que c'est le même éditeur, mais c'est surtout en fait c'est le même gameplay. Donc en fait, on est sur des jeux où on suit en fait un personnage, un héros silencieux en fait dans un monde complètement différent. Limbo, c'est sur du noir et blanc, où à l'époque, je sais que quand il est sorti il y a 10 ans, ça avait, mais même aujourd'hui, je le trouve toujours aussi beau parce qu'ils sont minimalistes de tout et t'as un mélange entre. C'est hyper joli et en même temps très cruel en fait dans les 2 cas, parce qu'en fait, dans le premier, on comprend pas pourquoi on suit ce petit garçon en fait qui avance. Dans la brume et en plus on est dans ce qu'on appelle du 2D en défilement horizontal, donc en fait on est un peu comme Mario sauf que le décor est beaucoup plus joli pour créer une sorte de fausse 3D. Alors les gens ont l'illustration là quand tu parles, hein, je te le dis. D'accord, voilà. Donc c'est Limbo et on suit en fait ce garçon en fait qui a l'air perdu dans la forêt et on va l'accompagner, on va l'aider en fait à avancer dans la forêt pour voir ce qui se cache derrière. Après je vais pas vous raconter plus parce que je pense que vraiment à chaque fois ça spoil un tout petit peu ce jeu parce que malgré tout il y a quand même cette histoire et il y a un petit mélange de casse-tête, d'avancée, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois c'est de jouer un peu avec les limites du jeu, donc il y a un vrai truc de nostalgie sur les jeux auxquels on jouait vraiment en fait en 8 bits, en 16 bits dans les années 90, tu vois, et d'avoir ce nouveau-là où en fait on n'est plus bloqué par le temps, on n'est plus bloqué par la répétition, on peut quand même se poser, enfin tu vois, où moi j'ai rejoué il y a pas longtemps à Sonic et en fait ça m'a saoulé d'avoir juste le timing en fait, parce que moi j'ai une grande map, j'ai envie de me balader et voilà, et là en fait je retrouve un peu ça, et voilà, donc Limbo ça a été une première claque. Je crois que c'était vraiment ma première peut-être découverte des jeux indés à l'époque. Pour beaucoup, hein. Ça a été vraiment. Il a fait partie de ce dont on parlait tout à l'heure, de l'explosion du jeu indé qui a suivi le Xbox Live Arcade à l'époque, qui a vu toute une génération de jeux complètement ouf arriver, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et donc en fait voilà, mais après ça, il est un peu loin dans ma mémoire, donc voilà, mais j'avais envie de le citer avant de parler d'Inside, et surtout Inside en fait, qui est ici, qui est dans la même façon de faire en fait, c'est-à-dire qu'on joue tout de suite en fait, c'est un petit garçon qui a pas de visage et qui est en train de fuir en fait en fait la description c'est un petit garçon sans visage qui fuit un régime autoritaire, et en fait à chaque fois il avance, donc tu avances dans ce monde en fait, et tu vois que les gens sont lobotomisés, que les gens sont utilisés, donc en fait il y a une sorte de traitement en fait un peu je sais pas si c'est pas une critique, mais il y a une critique de la société actuelle en fait sur comment on crée des robots, à partir d'humains, comment on fait du travail à la chaîne en fait. Donc il y a pas mal de choses, mais sans rien dire, juste en montrant des choses. Oui, c'est léger quand même. Hein. Ouais, c'est très léger, mais en fait tu fais juste en fond. C'est toi qui te projettes dedans beaucoup aussi. Mais moi, c'est ce que j'aime beaucoup pour le coup dans ce jeu. C'est-à-dire qu'en fait, comme on disait tout à l'heure avec Firewatch, je me suis vraiment mis dans le rôle du personnage principal. Là, je me suis attaché à ce petit garçon parce qu'en fait, je me suis interprété tout ce qui se passait dans le fond et pourquoi il fuyait en fait. Tu vois. Mais il y a plein de trucs, c'est qu'en fait là pour le coup, alors contrairement en fait à Limbo, c'était assez linéaire, t'avais quelques petits bouts, là on passe quand même en fait des usines à la forêt, à l'eau, on rentre dans les canalisations et tout, et surtout en fait jouer à ce jeu juste pour la fin, parce qu'en fait le truc c'est que c'est un jeu qui, quand j'ai joué, moi quand je suis arrivé à la fin de ce jeu, je me suis dit mais qui a pu avoir l'idée de faire ça quoi. C'est-à-dire que moi quand j'ai joué, j'ai fait juste le truc de fin et tout, j'ai fait ben en fait c'est complètement c'était what the fuck en fait déjà d'un côté, c'est que c'était vraiment genre en mode mais pourquoi
Et surtout, pourquoi, putain merde, en fait, c'est une putain d'idée et je trouve ça cool. Et en même temps, tu sais pas comment tu joues, tu sais plus du tout, parce qu'en fait, tu refais le gameplay parce que t'as plus du tout les mêmes choses. Voilà, je vous spoil pas. Mais voilà, et après, tu prends ce que tu veux. Voilà, c'est de la dystopie pure. Pour les gens qui aiment la SF, je pense que c'est un vrai jeu de science-fiction pure et surtout de liberté de compréhension et de chacun pense ce qu'il veut. Je pense qu'il y a des gens que ça ne va pas intéresser du tout. Mais moi, je trouve que c'est un jeu qui est très poétique, qui travaille sur les libertés, qui rentre dans toutes les critiques de la dystopie et qui ramène pas mal de critères en fait, et des problématiques qu'on a aujourd'hui sur, sur ce qu'on peut critiquer dans le capitalisme, le communisme et compagnie qui n'ont pas marché. Et voilà, donc moi, c'était une grosse claque. Je crois que je l'ai fait en une traite. C'est pareil, c'est un jeu qui doit faire 6-8 heures. Mais ouais, je crois que j'ai fait en une traite, je crois. Hein. Ouais, ou un peu moins, il y a peut-être 6 heures. Ouais, je pense que c'est du 4 et 5 heures. Ouais, donc j'ai vraiment pris une grosse claque et une grosse claque poétique, quoi. Voilà. Même si c'est pas forcément drôle, ça reste une poésie pour moi. Donc. Pour le coup, Clément, toi qui disais des jeux pour les non-gamers, je pense que Limbo, de tous les jeux qu'on a dit, je pense que c'est le meilleur jeu pour un non-gamer. Déjà, je pense que de tous les jeux qu'on a dit, je pense que c'est le jeu que je connais le plus de gens qui l'ont fait, même des gens qui sont ce qu'on appelle des casus. Des casus, c'est les joueurs occasionnels. Casus, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un oiseau. Voilà. Et ouais, ce jeu est onirique, il est facile à prendre en main, on s'y prend, voilà, on se le fait d'une traite, c'est magnifique. Et pour moi, là, de tous ceux qu'on a dit, c'est vraiment le jeu que je conseillerais à un non-gamer. Hein, alors, on a juste parenthèse, on a Nicolas qui nous dit The Witcher 3. Alors, si on parle de Witcher 3, de Witcher 3, on a 3 heures ou pas? C'est exactement ce que j'ai répondu. Mec, on part pour 5 heures de jeu, de discussion, donc on va pas parler de The Witcher. Juste, si vous allez-y, The Witcher, c'est très bien. Voilà, il est sorti sur Switch, j'attends de voir ce que ça donne. Bref, The Witcher 3, c'est valeur sûre. Pareil, dans les films et les jeux qui sont sortis il y a 6 ans et qui continuent à se vendre. Bon, voilà. The RPG, ouais. The RPG, exactement. On revient sur Limbo et Inside. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec ce que tu disais, Thomas, sur Inside. Moi, putain, quand même, je trouve que c'est pas... Enfin, avec ce que j'ai vu du jeu, et j'ai eu exactement la même réflexion que Romain sur ce que ça racontait un petit peu. Donc, j'imagine qu'il y a quand même des éléments plutôt volontairement explicatifs, en tout cas dans le côté dénonciateur, le côté on transforme les hommes en machines, et puis toute cette histoire de zombies là que tu peux contrôler, quand même, ça parle de lui-même. Par contre, ce qu'il faut vraiment dire aux gens sur ces deux jeux, c'est que c'est d'une tristesse et d'une sombritude absolue. C'est-à-dire que autant oui, quand t'es pas gamer et que t'es casu, tu peux jouer à Limbo. Par contre, faut pas être dépressif et faut être en bonne humeur parce que quand même. Ah mec Tu vas pas déprimer en 5 heures avec un jeu vidéo quand même. Tu sais, ça peut toucher des gens. Non mais alors, je remets à l'image. Des fois les choses tristes, Clément. Oui. Ah non mais je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis qu'il faut être préparé. Il faut être préparé. Regarde, les gens ont les images là. Voilà, ça, le petit bonhomme avec une grosse araignée, l'image très sombre et tout. Moi, je trouve ça absolument sublime. Oui, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des petits moments un peu crado. Rien que la mort, les morts, quand tu meurs, vrai qu'elles sont excellentes. Ouais. C'est un enfant. Et le mec se fait défoncer par une araignée. Oui. Tu vois, voilà, donc faut juste être prêt à ça. C'est pas non plus, c'est pas un snuff movie, on est d'accord. Oh, mais on sait, Clément, que t'es un petit cœur fragile. Non, c'est pas moi. J'anticipe les futurs petits cœurs fragiles qui eux veulent s'y mettre. Nous, on est des bonhommes qui ont. Tu parles. Et Inside, effectivement, la fin est complètement folle. Sauf que moi, je ne l'ai toujours pas comprise. Et j'avoue que je suis frustré par cette fin parce que je n'ai pas compris. Mais oui, mais moi j'ai besoin de comprendre. Voilà. Donc voilà, mais franchement, sérieusement, c'est pas une question de comprendre ou pas et tout, c'est tout ce que tu as compris avant dans le jeu qui te font apprécier ou pas à la fin. En fait, le truc c'est que juste au moment où ça arrive, si vous allez jouer à ce jeu, vous allez voir la fin. Même si vous comprenez pas la fin, en fait, à un moment, t'as 2 secondes de te dire, ok, où est-ce que je suis? Et en fait, soit tu as assimilé tout l'ensemble du jeu d'avant et tu fais d'accord, ok, c'est là où je devais aller, c'est ce que je devais faire. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tout ce qui arrive à la fin, c'est tout ce que tu as fait avant, mais tout est condensé, en fait, clairement. Sauf que pour moi, comme on parlait du méta la dernière fois, en fait, dessus, c'est de la méta. En fait, le truc, c'est que tout d'un coup, tu as tout le jeu que tu as mis avant en un seul gameplay, en fait, et vraiment le gameplay. C'est là où je trouve ça super intelligent. Gameplay, ce sont les mécaniques de jeu. Voilà, les mécaniques de jeu en fait sont intéressantes et tout, et t'as raison. Mais surtout le truc, voilà, et c'est pour ça qu'en fait, je suis d'accord avec toi, tu comprends pas. Mais la fin, en fait, la toute fin, la vraie fin en fait du jeu, en fait, t'explique pourquoi t'en es là.
Ouais, C'est ça, ouais, en non, fait, mais après, moi j'ai été voilà. comme toi, c'est que j'ai dit, putain, les mecs, ils ont des burnasses en Eh ouais, béton grave. armés de finir leur jeu comme ça. Mais vraiment, genre, c'est juste, mec, soit tu suis, soit tu vas te faire foutre. Mais Ouais. on va pas être gentil avec toi, quoi. Et Mm. ça, je trouve ça, mais c'est trop bien. C'est trop bien que ça existe, ces jeux-là. Donc, Inside et Limbo. Là, pour le coup, Limbo ne doit coûter, mais absolument rien du tout. Il doit être à 2 € parce qu'il a 12 ans, un truc comme ça. Et Inside, il doit coûter 7 €, 8 €. Voilà. Je pense que ça doit être trouvable plutôt partout. Je pense qu'il est même sur iPad. Oui, Ça, oui, c'est oui. quasiment En sûr. tout cas, Limbo, c'est sur Inside, je suis pas sûr. Inside, ouais, peut-être qu'il y a des trucs. Il est sur Switch aussi, il doit être sur Steam, Switch et sur PlayStation ou sur Xbox aussi, je pense. Bah écoutez, je vais finir avec du vrai, avec de la matière, avec du solide, avec du tangible, les amis. Parce que le jeu Sonic vidéo. Voilà. Sonic 2 et Knuckles. Non, parce qu'en gros, il faut savoir que moi, il y a quelque chose qui me fascine dans le jeu vidéo, c'est l'un des processus de la création d'un jeu qui me fascine, c'est les concept arts, à savoir tout le travail artistique que font des dessinateurs pour déterminer de l'univers du jeu. Donc généralement, au début du jeu, il y a des équipes qui disent bon, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu. Il y en a d'autres qui font comment ça va marcher, et il y en a une qui dit à quoi ça va ressembler. Et moi, c'est cette partie-là que je trouve fascinante, les autres aussi, mais un peu moins. Enfin, non, si, complètement, mais au moins je peux pas l'acheter dans un livre. Et donc, il y a des mecs qui bûchent comme des enfoirés et qui font des dessins par centaines et pour déterminer à quoi ça ressemble. Et depuis 4-5 ans, il y a des gens qui ont eu la bonne idée d'en faire des bouquins. Et là, j'en ai 3, donc je vais faire ce que je peux pour vous montrer. Nous avons Fallout 4, qui n'est pas un excellent jeu, mais qui est très casu pour le coup, et qui est un univers de dingue. Il est dur. Non, mais New Vegas, voilà, Team New Vegas. Nous avons Skyrim, qui est un immense classique sorti en 2011, si je ne m'abuse. Et nous avons The Last of Us, que j'ai tatoué sur le bras, et qui est extraordinairement dinguissime, qui est sorti en 2013. Et en gros, dans ces bouquins, on trouve, alors Fallout 4, c'est un monde post-apocalyptique qui se passe en 2000 ou en 3000, je sais pas combien. Et donc là, nous avons 340 pages de recherche graphique et esthétique. Alors je suis désolé pour la qualité les gars, mais voilà, donc ce sont tous les travaux d'univers. Donc ça, ce sont les décors que vous allez rencontrer, qu'on va rencontrer dans le jeu. Et donc il y a ça pour les décors, il y a ça pour les personnages, il y a ça pour les armes, il y a ça, ah c'est encore le même, il y a ça pour les monstres, voilà par exemple, il y a les monstres en 2D, les maquettes en 3D, tout ça. Et voilà pour les armures. Et il y a parfois, on se rend compte que voilà, pour ces armes, les mecs font 15 variables de la même arme avant de trouver la bonne. Et ça, il y en a partout, pour tous les genres, pour tous les trucs. Skyrim, qui est un jeu pour moi extraordinaire, beaucoup plus héroïque fantasy à la Seigneur des Anneaux. Ben voilà, vous avez les recherches de perso, les costumes, les peaux, les têtes, enfin, il y a absolument tout. Bon là, je suis désolé, il y a de la lumière. Et le dernier, Et donc ces bouquins-là se vendent maintenant plutôt bien parce que les gens commencent à être... déjà, le monde du jeu vidéo devient un gros employeur, donc il y a plein de gamins et de moins gamins qui veulent aller y bosser. Et donc, il y a tout un business qui se tourne autour de ça. Et l'un des business, c'est justement de sortir les bouquins qui montrent tous les travaux artistiques. Voilà, ça, The Last of Us. Faut dire que les dessins préparatoires sont magnifiques. Non, et c'est dingue. Très beau. C'est dinguissime, vraiment. Oui, ça vaut de la BD. Ah oui, non, mais c'est dingue. Là, c'est voilà, toutes les variables de zombies. Voilà, alors, sa tête de zombie, l'évolution là à gauche, ici là, l'évolution du virus là qui lui bouffe la tête. Donc voilà. Je suis désolé pour la piètre qualité de présentation du truc. J'aurais pu vous en mettre en fond d'écran, je suis désolé. Mais voilà, donc ça, c'est des bouquins qui coûtent entre 15 et 60 balles. Il y en a certains qui sont importés des États-Unis parce qu'ils ne sont pas édités en France. Mais voilà, donc il y a ça aussi pour le cinéma. Tous les Pixar, à chaque fois, il y a les gros bouquins avec tous les dessins préparatoires qui sortent. Et les prépas d'effets spéciaux aussi sont comme ça. Donc si c'est vraiment le côté un peu la créa visuelle qui est magnifique. Et pour ceux que ça intéresse, c'est absolument passionnant. Voilà. Pour finir sur un peu de papier et de tangible. Les amis, ça fait exactement 1h30 que nous sommes ensemble. On a débordé, c'est magique. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour ces recommandations parce qu'il y a plein de jeux qui ont l'air super. Merci, ouais. Ouais, moi j'ai rajouté pas mal de jeux dans ma liste là.
Mais c'est Ouais. voilà. Donc, Je veux pas qu'on déconfine, les gars. Je reste chez moi. mais bon, ça va arriver progressivement, les amis. Hein. Tu joues avant le confinement et tu joueras après le confinement. Bah oui, voilà. Donc merci d'avoir De toute façon, on n'aura suivi. pas de Il y a dé. encore des gens qui sont là. Ben, on vous fait des bisous. N'oubliez pas que le jeu vidéo n'est pas qu'un art parce que c'est un art de débilos. Il y a plein de choses extraordinaires à l'intérieur et de trucs tout pourris. Hein, on le sait, comme le cinéma et comme tout le reste. Continuez à jouer, financer, c'est très très bien. On revient nous pour des émissions spéciales bientôt et puis des émissions random open bar très vite. La prochaine c'est une émission normalement sur le stand-up si je ne m'abuse. Donc on va parler de stand-up avec des gens qui en font pour de vrai, pour conseiller des spectacles et que ce soit en vrai ou sur Netflix ou d'autres plateformes. Voilà. Je vais faire des bisounours. Salut les gens. Vous, on reste connectés pour qu'on se dise au revoir en off. Et puis voilà, je vais juste d'écho de Facebook. Salut les gens. Salut. Ciao.